Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h à minuit sur LCI, nouveau studio de rentrée. Avec nous Anne Seften qui sera le pilier de l'information tout au long. Bonsoir Anne. Et c'est le moment de saluer aussi toutes les équipes qui ont travaillé à ce studio pour l'information en direct, mais aussi pour l'éclairer chaque soir avec nos invités, commentateurs, éditorialistes. Ce soir, ce seront notamment Laurent Saïm, bonsoir. Bonsoir Darius. Spécialiste des États-Unis dans ces circonstances de l'ouragan Ida. Avec vous, Boris Veliatchev, bonsoir. Vous êtes spécialiste des risques naturels, notamment en matière d'architecture. Et puis évidemment Ange Noiret, spécialiste de la météo, spécialiste en particulier des ouragans. On va voir comment on peut pénétrer de manière très sophistiquée à l'intérieur de l'ouragan. Mais d'abord, le sommaire de ce dimanche. C'est quoi le sommaire ? Ce dimanche, les habitants qui ont quitté leur domicile dans la peur de l'ouragan Ida, 16 ans après Katrina, catégorie 4. Elle menace les côtes de Louisiane avec des vents qui vont jusqu'à 250 km/h. Une population qui a l'impression de vivre un cauchemar. On entendra dans un instant des habitants en direct. Emmanuel Macron veut mettre en place une zone de sécurité à Kaboul. On entendra son interview exclusive et vous voyez ces images de visite aux chrétiens d'Orient. Ce sera une seconde partie de notre discussion. Alison Tassin a recueilli cette interview exclusive. Et puis Anne, vous nous direz ce qui va changer en matière de passe sanitaire dès demain. Oui, c'est vrai, ça concerne 1 800 000 Français pour des salariés qui travaillent dans des lieux recevant du public. Alors qu'est-ce que vous risquez demain si vous ne montrez pas patte blanche? Et puis que risque votre employeur? L'addition est assez salée, on verra. Voilà, c'est à suivre effectivement avec des conseils extrêmement pratiques. Conseils pratiques aussi du professeur Didier Pittet qui nous rejoindra ici en direct. Mais d'abord, nous allons nous rendre au cœur de l'événement en direct. C'est l'ouragan Ida qui frappe la Louisiane. Image en direct de cet ouragan monstrueux avec des vents de 250 km/h. Ida s'abat sur la Louisiane. Le vent est destructeur. Vous le voyez, la montée possible des eaux est tout aussi dangereuse, surtout si les digues devaient céder. Nous allons nous rendre sur place avec Nastasia Haftman à la Nouvelle-Orléans. D'abord, un mot sur la dimension de cet ouragan. Ange Noiret, c'est votre spécialité. C'est vraiment un géant, le mot n'est pas galvaudé, c'est gigantesque. Non, on parle d'ouragan majeur à partir de la catégorie 3 sur 5. Là, il est catégorie 4. Donc déjà, c'est un ouragan majeur, c'est un ouragan très violent. Petit phénomène remarquable, là, sur les dernières heures. D'habitude, un ouragan, quand il touche terre, il perd rapidement en intensité. Là, ça n'est pas le cas. Il est toujours actuellement catégorie 4 sur 5. On le rappelle, il a touché terre à 18h55 heure française. Donc ça fait quand même pas mal de temps là qu'il est rentré dans les terres. Et il est toujours aussi violent avec des rafales de vent à 230, 240 km/h. C'est énorme, des pluies torrentielles. On surveille la situation, bien sûr, pour ces prochaines heures. Comment il va évoluer, cet ouragan, au fur et à mesure qu'il va poursuivre sa lancée à l'intérieur des terres? Alors, s'il est aussi violent que rapide, je veux dire, c'est une plutôt bonne nouvelle. S'il s'en va rapidement vers les États un petit peu plus au nord par rapport à la Louisiane, relative bonne nouvelle, surtout en termes de précipitations, puisque l'ouragan Katrina, on compare souvent avec Katrina en 2005. Lui, il avait donné des pluies pendant très longtemps. Il avait beaucoup ralenti en rentrant à l'intérieur des terres. Donc ça, c'est le deuxième paramètre à surveiller, c'est vraiment les pluies torrentielles. Le triple danger, le vent, on le voit, c'est très spectaculaire, les arbres qui sont pliés par le vent, et puis la pluie, et puis la montée des eaux. Oui, ce qu'on appelle la surcote, c'est l'eau de la mer qui est soulevée. Au passage de l'ouragan, ça fait comme un aspirateur en fait que vous pouvez mettre par exemple sur votre peau, ça fait un petit bourrelet de peau, c'est pareil, ça fait un bourrelet de mer en fait l'ouragan, et tout ça arrive sur les littoraux. Là, les littoraux de Louisiane sont à peu près au niveau de la mer en plus, et là vous rajoutez 3 mètres donc d'élévation du niveau de la mer. Donc on s'attend à quand même des conditions dramatiques. Sur place, les envoyés spéciaux de LCI, dont Jérôme Garraud, vous êtes avec nous en direct. Comment évolue, à l'heure où nous parlons, l'ouragan? On s'est mis en sécurité, même si la sécurité c'est toujours relatif avec ce temps dehors, mais on fait quand même attention. On est toujours à l'entrée du quartier français, le quartier historique de la Nouvelle-Orléans.
Et vous voyez, il y a déjà des arbres qui sont tombés là sur le trottoir, un petit peu plus loin sur la route. Tout à l'heure, on a vu une partie d'un toit qui s'est effondré, donc on reste extrêmement prudent. Et le vent souffle particulièrement fort ici, parce qu'on se trouve près du Mississippi. Venez, on va vous montrer, là dans cette direction, à 300 mètres, vous voyez peut-être d'ailleurs les cheminées d'un bateau à aube. À 300 mètres, vous avez le Mississippi, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour arrêter ces rafales qui sont très violentes et qui vont être encore plus violentes dans les heures qui viennent. Là, il est 15h ici en Louisiane et c'est entre 17h et 20h, donc au milieu de la nuit chez vous en France, que l'ouragan va montrer toute sa force. Et le vent, ce n'est pas ce que les Louisianais redoutent le plus, c'est le risque d'inondation. Vous en parliez il y a un instant. On va devoir attendre aujourd'hui, cette nuit et demain pour voir l'ouragan baisser en intensité et espérer ne pas constater trop de dégâts. Les conditions sont telles que par moments c'est difficile de vous entendre, Jérôme, mais vous faisiez référence à Katrina, le grand traumatisme des digues qui cèdent et des quartiers entiers avec beaucoup de malheureux qui sont noyés. Est-ce que c'est la grande crainte aujourd'hui ou est-ce que des sécurités ont été mises? Est-ce que là vous m'entendez mieux déjà avant que je commence? Je me suis mis un peu à l'abri du vent. Vous devriez mieux m'entendre? Oui. On vous entend très bien. Les fameuses digues. Très bien, les fameuses digues qui forment cette espèce de muraille gigantesque autour de la Nouvelle-Orléans, elles ont coûté 15 millions de dollars. C'est un système qui est normalement beaucoup plus perfectionné. La Nouvelle-Orléans d'aujourd'hui n'est pas la Nouvelle-Orléans de 2005, mais il y a quand même des habitants qui n'ont pas confiance, qui étaient là il y a 16 ans jour pour jour et qui sont vraiment traumatisés par ces digues qui cèdent. Et vous vous souvenez que 80% de la ville avait été noyée à l'époque. Jérôme Garraud, on voit à quel point c'est vide derrière vous. Quelle est l'ampleur de l'exil? On va entendre tout à l'heure encore des Français notamment qui ont pris leur voiture, qui sont partis chacun comme il peut pour partir le plus vite possible. Est-ce que c'est une ville désertée? Oui, c'est une ville désertée. Il était trop tard pour évacuer la totalité de la ville parce que l'ouragan a quand même surpris finalement les autorités. Il est arrivé très vite. Autour de la Nouvelle-Orléans, en dehors des digues, c'était des zones prioritaires pour les évacuations hier. Il y avait jusqu'à 300 km de bouchons vers le nord pour fuir les côtes ou vers l'ouest, vers le Texas. Donc aussi, on ne voit plus que quelques personnes qui se sont barricadées en attendant que ça passe. On va vous retrouver dans un instant, Jérôme Garraud, Anne Seften. On a vraiment plusieurs angles ici, vraiment sur le terrain, mais il y a aussi ces images prises par avion qui sont très impressionnantes. Oui, et là, on se trouve à l'intérieur du cyclone. On va vous les montrer. Ces images, elles ont été prises dans la journée. On est vraiment au cœur de ce cyclone ouragan Aïda. On les a vues avec vous tout à l'heure, ces images, Ange. Qu'est-ce qu'elles nous disent de cette situation? On a l'impression d'être embourbés. Les voilà, les images justement qui ont été pris par le National Hurricane Center, qui est le centre national américain. C'est eux qui ont un peu tous les points de vue possibles. Qu'est-ce qu'elles nous disent, vous, le spécialiste, quand vous voyez ça? Là, on est à l'intérieur de l'œil. Donc là, pour l'instant, au moment où les images ont été tournées, il y avait du vent relativement calme, là où se trouvait l'avion. Mais on voit bien ce qu'on appelle le mur de l'œil, le mur de nuages, en fait, qui entoure l'œil. Et ça, c'est vraiment la zone la plus violente, la plus extrême de l'ouragan. C'est là où on enregistre les rafales maximales. C'est là où les orages sont les plus terribles. Donc, en fait, c'est vraiment l'expression, le calme avant la tempête, entre guillemets. Quand on est dans l'œil, c'est plutôt calme. L'avant-après est assez saisissant. Et voilà, et ensuite, on a tout de suite des orages, des rafales de vent violentes. Donc là, voilà, c'est assez remarquable d'avoir ces images quand même, d'avoir la chance dans la Midler américaine qui envoie comme ça des avions en plein cœur des ouragans. Est-ce que c'est une légende ou effectivement, dans l'œil du cyclone, c'est calme ou relativement calme? C'est pas du tout une légende. Non, on l'a vu là. Il y a ciel bleu. Le temps est calme. D'ailleurs, ils devraient le connaître. Certaines régions de la Louisiane vont avoir le passage de cet œil du cyclone. D'ailleurs, petit aparté, cyclone, c'est le terme générique du phénomène météorologique. Ouragan, c'est juste pour le localiser. Ouragan, c'est quand on parle des États-Unis. Mais on ne se trompe pas, les deux termes sont bons. Retournons sur le terrain. Nastasia Hartmann, vous êtes sur place, vous aussi, à la Nouvelle-Orléans. L'image, évidemment, est très frappante, comme tout à l'heure avec Jérôme Garraud. La pluie, le vent, la violence qui monte des éléments. Ah oui, à tel point qu'on a perdu la connexion juste avant. C'est vous dire l'importance des vents ici. Ça s'est levé depuis quelques heures, c'est très très puissant. Honnêtement, on n'atteint pas loin des 200 km/h à peu près déjà. Et je voulais surtout vous parler des gens dans l'hôtel dans lequel je suis. Regardez, ce sont des gens qui sont venus se réfugier ici. Ce sont des personnes qui habitent à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi ils viennent dans cet hôtel? Eh bien parce qu'il y a la possibilité d'avoir un générateur électrique. C'est hyper important d'avoir toujours l'électricité pour eux,
parce qu'ils sont forcément très très marqués par l'ouragan Katrina. Il y a tout juste 16 ans où ils n'avaient plus d'électricité, les maisons avaient mis beaucoup de temps avant d'être reconstruites, certaines ne le sont toujours pas. Et vous le voyez, toujours ce vent. Alors, ils ne sont pas particulièrement inquiets, pour être très honnête. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes dans le centre de la Nouvelle-Orléans et qu'elle est protégée, la Nouvelle-Orléans, par des digues. Mais ce sont les villes autour qui, finalement, risquent d'être très touchées par les inondations provoquées par l'ouragan. Merci beaucoup, Nastasia. Restez avec nous pour la suite. À l'instant, on parlait des digues. On va en parler dans quelques minutes. Le danger des digues qui pourraient céder. Et nous serons à nouveau en direct sur place, notamment avec des expatriés. À tout de suite. Poste de Leclerc, centre des monteurs et dans les oreilles, c'est incroyable. It's another pure gray morning, don't know what the day's holding, and I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritty, but I just stand by and I wait my time to see you. On a gagné! Bon jeu, il est couvert par Gonzachenko. On a gagné! On a gagné? Bah oui! Le très haut débit pour tous et partout arrive plus vite qu'on ne l'imagine. C'est ça, la France qui se réalise. Pour votre emménagement, faites carton plein avec un nouveau contrat d'énergie et 80 € offerts chez La Redoute. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Cet été, vous avez surfé, marché, nagé, transpiré. Alors, ce n'est certainement pas le moment de s'arrêter. L'Orange Bleu, mon coach fitness. Et jusqu'au 30 septembre, chez l'Orange Bleu, vous avez 1 mois pour tout tester. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Amusez-vous ensemble avec les meilleurs jeux Mattel, en ce moment dans le Happy Meal. Yes to fresh avec Mentos Chewing Gum. Help me decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Le castor change son habitat pour se construire une vie meilleure. Réveillez le castor qui est en vous. 109 trajets en ascenseur à comparer des véhicules hybrides. 52 réunions du lundi à se concentrer sur des essais de véhicules. 71 pauses café à chercher la meilleure offre. Quand tout à coup, une étincelle. Passez à l'hybride avec le Peugeot 3008. En ce moment, profitez d'aides à la reprise exceptionnelle et de l'extension de garantie offerte sur toute la gamme Peugeot. Nous sommes avec Marion, qui est conservatrice de musée. Dans son travail, elle prend soin de centaines d'œuvres et veille à ce qu'elles restent en bon état. Et quand il lui arrive un pépin, elle attend de son assurance qu'elle fasse la même chose. C'est pourquoi GMF propose la garantie rééquipement à neuf, qui répare ou remplace vos meubles, appareils et objets précieux. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Oh, regardez le paysage, les enfants. Twingo verte! Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas moi, c'est lui! Arrêtez de toucher à ma gueule. Regardez comme c'est beau. Attention, virage à droite, puis virage à gauche. Papa, vite un sac! Pourquoi? J'ai mal au cœur. Oh non, serre les dents là!
J'ai oublié mon maillot de bain à la maison. Enfin, moi, je peux pas faire demi-tour, là. J'ai envie de faire pipi. Avec Open, on a tout à gagner à être en famille. Fibre TV fixe mobile. Orange. Besoin de faire réparer votre impact? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation, de choisir le centre et l'heure du rendez-vous. Facile. Chez Carglass, votre impact, on le répare. En 30 minutes, c'est fait. Pratique. Et en plus, en ce moment, chez Carglass, quand vous faites réparer un impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Alors, pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Mathieu a enfin trouvé la bonne poussette, hein. Il l'a choisie de seconde main, déjà parce que bon, c'est plus économique, et puis c'est plus écologique. Et dans une poussette comme celle-ci, il est sûr que son bébé sera sécurisé, comme son paiement en ligne. Alors, on n'est pas bien là? Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Hachez légumes, herbes aromatiques, oignons ou encore fruits à coque avec le hachoir multifonction Silvercrest. Réalisez de succulentes crèmes fouettées grâce à l'embout batteur ou utilisez la fonction Ice Crush pour broyer des glaçons et faire de délicieuses boissons rafraîchissantes. Son socle amovible vous permet de conserver au frais vos réalisations. Pratique, non? Hachoir multifonction Silvercrest, 9,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Nous revenons à l'événement majeur qui se déroule sous nos yeux aux États-Unis, en Louisiane. Les images qui nous arrivent en direct de cet ouragan gigantesque, ouragan monstrueux avec des vents de 250 km/h qui déferlent sur cette région qui avait été si lourdement endeuillée en 2005 par l'ouragan Katrina. Cette fois, il s'agit de Ida. Et avec nos invités et en direct sur place, nous en prenons la mesure avec les informations minute par minute. Celle notamment grâce à vous, Joseph Dune. Vous êtes sur place en Louisiane et vous êtes consultant dans le tourisme et dans la culture. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous constatez sur l'avancée d'abord de l'ouragan ? Merci beaucoup. Moi, je suis bien à l'intérieur du pays. Je suis à 130 km au nord de la Nouvelle-Orléans. Nous avons quitté la ville ou la banlieue de la ville avant-hier soir pour nous réfugier dans mon petit village natal. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Nous sommes en mode attente. Il y a les vents qui commencent à s'élever un petit peu, mais à part ça, pas de pluie, mais nous savons que ça avance sur nous. Alors vous êtes représentatif de toute une population qui a pris le large autant que possible. Comment s'est déroulé cet exil ? Chez nous, c'était assez facile parce que nous sommes partis vendredi soir. Les routes n'étaient pas bloquées. Nous avons roulé assez tranquillement pour arriver ici. Beaucoup de gens ont attendu de partir hier matin et ils se sont retrouvés complètement bloqués sur la route avec des pannes d'essence dans toutes les stations-service. Pour beaucoup de gens, ce n'était pas aussi facile que pour nous. Merci, vous restez avec nous, on vous retrouve, mais on se rend au cœur même de l'événement, à la Nouvelle-Orléans où vous êtes. Jérôme Garou, on vous retrouve, vous étiez tout à l'heure dans le vent extrêmement puissant. On voit ces témoins qui disent au fond que chacun a fait à peu près ce qu'il a pu. Comment les informations sont-elles données aux gens ? Dans un instant, en direct, vous y étiez il y a 16 ans, Laurent Saïm. Quand vous regardez ces images, quelle est la comparaison qu'on peut faire entre les deux événements ? Alors la comparaison, c'est évidemment toujours les mêmes images de calme, de gens qui restent chez eux, qui se préparent vraiment à l'arrivée. On sait que l'ouragan est arrivé vers 18h, heure française. Et donc là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce qu'il va y avoir des inondations massives comme on le craint, etc. La différence par rapport à Katrina, Darius, c'est qu'on est dans une période de Covid. Et la
Louisiane est un État extrêmement touché par la Covid, avec des hôpitaux qui sont déjà saturés. Et c'est l'inquiétude de tous les responsables de Louisiane. S'il y a des gens qui ont besoin d'être hospitalisés, les hôpitaux sont déjà saturés en raison de l'épidémie. La deuxième chose, moi, qui me frappe, c'est la grandeur de cet ouragan. On l'a vu avec les images tout à l'heure, il y a des avions qui sont allés à l'intérieur de l'œil de cet ouragan. C'est pour mesurer les vents, pour mesurer la pression. Et c'est un ouragan qui est un catégorie 4. Sur une échelle, il y a catégorie 5, effet absolument dévastateur. En 1856, il y avait un ouragan qui était aussi puissant que celui-là. Katrina, qui avait fait 1800 morts, était un catégorie 3. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Représentons-nous vraiment la ville. Vous y êtes, Jérôme Garraud, on a retrouvé la pleine liaison. Décrivez-nous un peu les lieux, qu'on comprenne bien d'abord la grandeur de la ville. Tout le monde a un peu des souvenirs de 2016, de 2005, avec ces parties qui avaient été complètement inondées, les autres où les gens étaient un peu plus préservés. Comment est-ce que ça se présente ce soir ? Là, depuis tout à l'heure, pour vous donner un peu le tableau, on voit passer, on va peut-être en revoir passer d'ailleurs, on voit passer des camions de pompiers, on entend les sirènes de police. On voyait tout à l'heure, ils sont toujours là, vous voyez des arbres qui sont tombés, d'autres qui tombent, des toits qui sont un petit peu effondrés plus loin. Et le problème, c'est que même si on est dans une partie de la ville ici, qui est protégée par les barrières anti-inondation, il va y avoir des dégâts. C'est inévitable, il y aura peut-être même des blessés. Je vous parlais des pompiers, tous les hôpitaux de la ville sont aujourd'hui bondés à cause du coronavirus. Il y a une crise en ce moment, une vague du coronavirus qui submerge la Louisiane et qui bloque en ce moment les hôpitaux. Donc s'il y a des blessés, ce sera très très compliqué de les accueillir. Vous restez avec nous, Boris Veliatchev, c'est votre spécialité, la protection des bâtiments. C'est quoi? C'est une loterie, les bâtiments qu'on voit là. On se rappelle, Katrina, des villages entiers avaient été entièrement emportés. Ou est-ce qu'il y a des bâtiments dont on sait déjà qu'ils résisteront mieux que d'autres? Alors, dans le centre-ville, en général, avec les là, les vents sont assez forts puisqu'on parle d'un catégorie 4. Donc, les maisons ont été conçues généralement pour résister. On a vu quelques dégâts sur des balcons où il peut y avoir des dégâts en toiture, particulièrement. Mais depuis l'expérience de Katrina, de toute façon, il y a des renforcements qui ont été faits. Ce qui préoccupe plus, ce sont les villes alentours qui sont en dehors des digues qui non seulement vont être inondées, parce que comme on l'a dit, la mer va monter de 3 mètres, alors que la ville est déjà, toutes ces villes sont au niveau de l'eau, et en plus il y a la houle cyclonique qui vient ajouter avec des vagues qui ont des creux des fois de 8-10 mètres qui viennent exploser sur les digues et sur les infrastructures, et ça c'est ce qui est le plus à redouter, même peut-être plus que le vent. Le vent, ce qui est à redouter aussi, comme on le voit, il y a des arbres, il y a les impacts aussi d'objets qui seraient pris par le vent qui là peuvent causer des dommages assez importants sur les bâtiments. 22h21, Anne Seften, récapitulons où on en est. Les choses se sont beaucoup accélérées depuis à peu près 20h avec vraiment l'ouragan qui a frappé la terre et les conséquences peuvent être dévastatrices. Oui, les conséquences peuvent être dévastatrices. On l'a vu justement avec nos 2 envoyés spéciaux tout à l'heure. On a vu des arbres déracinés. Jérôme Garraud nous montrait ça. Anastasia Haftman aussi a rencontré des gens qui ont vécu Katrina il y a maintenant 16 ans et qui ont vécu un véritable traumatisme. On était tout à l'heure en direct avec un restaurateur qui nous disait justement, moi j'avais pas mal de projets avant, mais j'ai dû démissionner des scouts. Il travaillait dans le scoutisme. Et c'est vrai que ça l'a vraiment marqué, même si pour rien au monde, il ne quitterait sa vie. Il est propriétaire d'un bar-restaurant, Charles, et il nous disait, pour rien au monde, je quitterais la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, c'est le plus beau pays du monde. Et c'est vrai que quand il voit ces rafales de vent de 240 à 295 km/h arriver, lui, il n'avait plus d'électricité, il lui en restait un tout petit peu, il n'avait pas de générateur, et ils allaient couper l'électricité. C'est vrai que pour lui, c'était un vrai traumatisme. Ange Noiret, le traumatisme, ceux qui ont vécu les tremblements de terre disent toute leur vie, ils se souviennent de cette espèce de mouvement incroyable où on se sent emporté. Quand on vit ça, vous êtes passionné, être notre spécialiste météo, quand on vit ça vraiment si proche, c'est vraiment, ça marque à vie. Oui, je pense, clairement. C'est comme si on était dans une machine à laver, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a les vents qui soufflent dans un sens à l'avant du phénomène tropical, ensuite à l'intérieur, dans l'œil, période de calme. Ensuite, on passe avec des vents dans l'autre sens, des pluies, des inondations. Il y a vraiment un petit peu tout, même des tornades à l'avant du phénomène tropical, à l'avant de l'ouragan, puisque même à des dizaines, voire quelques centaines de kilomètres de l'ouragan, on peut avoir un orage qui déclenche une tornade à cause du passage de cet ouragan. C'est pour ça qu'il y a tous les États autour qui sont aussi en alerte. Je crois qu'il y a quelque chose qui est complètement différent d'un ouragan, d'une grosse tempête, c'est le bruit. Il y a un bruit absolument saisissant et vous êtes comme, c'est pas un bruit de foudre,
c'est un bruit de vent, de pluie, et on a l'impression que la maison dans laquelle vous êtes commence à trembler. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, et je crois que tous les gens qui ont vécu des ouragans sur place, eh bien, se souviennent du bruit de l'ouragan. Est-ce qu'il y a une accélération, on l'a beaucoup dit, une accélération de ce genre de phénomène? Il y a eu des choses très catastrophistes ces derniers mois, un côté un peu fin du monde, où la Terre était très chaude par endroits, très froide. Par rapport au dérèglement climatique, c'est ça la question. En réalité, il y a plusieurs études en ce moment qui sont en train d'être faites. Il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques temps. Faut aussi faut faire attention aux échelles. Là, on parle d'un phénomène, le dérèglement climatique. On prend beaucoup de phénomènes. On est sur une échelle de dizaines d'années, voire des centaines d'années, pour voir ces accélérations ou ces décélérations. Là, c'est vrai qu'il y a certaines études qui montrent une accélération du nombre de phénomènes tropicaux qui remontent dans nos latitudes, dans les latitudes un petit peu plus élevées. Et ça, on surveille la situation, bien sûr. Non, ce que je trouve intéressant aux États-Unis, c'est la résilience d'une certaine manière, parce que c'est un pays qui est habitué aux ouragans. On l'a dit, depuis 1850, il y a ces phénomènes climatiques. Là, ça s'accélère avec le réchauffement climatique. Et tous les gens... quand vous leur parlez des ouragans, disent voilà, il y a tellement d'urbanisation qui se fait sur les côtes qu'avec le réchauffement climatique, avec ces villes qui se construisent et qui n'étaient pas là au 19e siècle, eh bien maintenant, il peut y avoir de plus en plus de victimes. Et donc les ouragans, ça pose plein de problèmes. Réchauffement climatique, problèmes économiques, la population, comment elle se prépare, comment elle est confrontée à ces phénomènes qui sont de plus en plus violents. L'information continue sur LCI. Nous allons revenir évidemment en Louisiane en direct, mais nous allons parler aussi de la rentrée politique et des bousculés par Éric Zemmour, pas encore candidat, et pourtant il obsède toutes les conversations, tous les discours. Il risque aussi de précipiter la guerre des droites. C'est aussi l'entretien exclusif du président de la République avec TF1 et LCI en Irak. Que faire dans la région? Que faire face à Daesh pour empêcher de nouveaux foyers de djihadisme qui pourraient revenir en Europe? A tout de suite. Bienvenue à vous qui aimez aller chez Picard sans aller chez Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Chez Picard, pour la rentrée, le deuxième produit acheté est à moins 50% sur une sélection de produits. 1307 articles sur les véhicules électriques. 25 minutes à comparer leur autonomie et un train manqué. 110 503 discussions sur les technologies électriques. Quand tout à coup... une étincelle. Passez à l'électrique avec la Peugeot i208. En ce moment, profitez d'aides à la reprise exceptionnelle et de l'extension de garantie offerte sur toute la gamme Peugeot. Votre été mérite le plus beau des écrins. Interruption spéciale. Les facilités auto-MMA, c'est kilomètres non roulés, kilomètres remboursés. Remboursé. 15% de réduction pour la souscription d'un contrat auto. Oh, regardez le paysage, les enfants. Twingo verte. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Pas moi, c'est lui. Arrêtez de toucher à ma gueule. Regardez comme c'est beau. Attention, virage à droite, puis virage à gauche. Papa, vite un sac. Pourquoi? J'ai mal au cœur. Oh non, serre les dents là. J'ai oublié mon maillot de bain à la maison. Enfin, moi, je peux pas faire demi-tour. J'ai envie de faire pipi. Avec Open, on a tout à gagner à être en famille. Fibre TV fixe mobile. Orange. Nous sommes Monabank et nous mettons les gens avant l'argent. Alors, chez nous, on vous offre le meilleur de la banque en ligne. C'est pourquoi vous nous avez élus service client de l'année pour la 4e fois. Nous aurions également pu nous appeler Pierre Bank, Inaya Bank, mais aussi Michel Bank, Laura Bank ou Chloé Bank. Car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom. Monabank, la banque qui met les gens avant l'argent. Pour bien conduire, il faut d'abord une bonne visibilité. Regardez ce client. Ça serait pas sérieux de rouler avec des vieux balais. Il va avoir un pare-brise neuf. C'est pour ça qu'en ce moment, pour toute intervention vitrage,
Vos balais d'essuie-glace? C'est Carglass qui vous les offre. Avoir un pare-brise bien dégagé, c'est quand même plus confort pour voir la route. Profitez-en maintenant, c'est jusqu'au 11 septembre. Alors n'attendez pas, pour prendre rendez-vous c'est simple. Allez directement sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Bienvenue si vous êtes du genre à tout faire, ou plutôt du genre à ne rien faire. Picard, pour le bon et le meilleur. Chez Picard, pour la rentrée, le deuxième produit acheté est à moins 50% sur une sélection de produits. Il est 22h30. Dans quelques instants, nous allons parler d'Éric Zemmour en pré-campagne et la France menacée par la menace islamiste dans le Proche-Orient. Interview exclusive d'Emmanuel Macron dont nous entendrons de nouveaux extraits. Mais d'abord, les points forts de l'actualité avec vous, Anne Seften. Des sacs de sable amassés devant des portes, des habitants qui se barricadent ou qui se sont enfuis. 16 ans, jour pour jour, après Katrina, l'ouragan Aïda de catégorie 4 a touché terre en Louisiane à 19h avec des rafales de 240 à 295 km/h. Regardez ces images qui nous proviennent en direct de la part de nos envoyés spéciaux. 300 000 personnes seraient privées d'électricité. Des habitants stressés, suspendus, comme vous l'imaginez, au service météo. Il était 16h30 cet après-midi quand le dernier avion français en provenance de Kaboul s'est posé sur l'aéroport de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. À son bord, les derniers militaires et diplomates français, dont l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon. Fin de l'opération à Pagan qui aura permis d'évacuer 2834 personnes selon le chef de l'État, dont plus de 2600 Afghans. Enfin, c'est l'événement politique de ce dimanche, l'interview exclusive d'Emmanuel Macron accordée à notre journaliste Alison Tassin après son déplacement de 2 jours en Irak. Emmanuel Macron a évoqué la safe zone qu'il veut mettre en place pour pouvoir continuer les évacuations d'Afghans, mais aussi la menace terroriste qui pèse en France. Une stratégie de l'Union populaire, un appel à la mobilisation. Voici les thèmes du premier discours de campagne, aussi de Jean-Luc Mélenchon dans la Drôme. Le leader de la France insoumise, particulièrement, veut tout faire pour éviter, dit-il, l'abstention qui fait voter Emmanuel Macron. Ce week-end de rentrée politique aura donc été obsédé par Éric Zemmour, l'homme qui n'est pas candidat, ou pas encore, mais qui envoie des signaux en rafale. Éric Zemmour est à l'offensive, tous azimuts, on va en parler avec nos invités. Ce soir, Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir Rachel. Avec Maxime Liédo. Maxime, vous êtes l'auteur de Génération fracassée. Vous représentez aussi d'une certaine manière une génération. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis Renaud Pilat, éditorialiste de LCI, bonsoir. Et Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir. Je vous propose d'abord de faire le point avec vous, Anne Seften, à quel point ça s'est accéléré là depuis quelques heures, cette façon qu'a Éric Zemmour de faire monter l'envie politique, en tout cas de ceux qui le soutiennent. Oui, regardez, avant de se rendre à Mirabeau dans le Vaucluse, il a fait une sorte de teaser cette semaine, Éric Zemmour, de son envie. C'était avant de se rendre donc à la rentrée d'Objectif France, le mouvement de Rafik Smati, à lundi. Alors déjà prêt pour la rentrée, regardez, en polo de la marque au crocodile. Ça, c'était après une autre photo qu'il avait postée un peu plus tôt, à lundi, Figaro à la main. Le journal de Guillaume. Le journal de Guillaume Roquette, ouais. Exactement. Donc un petit teaser de son intervention justement hier. Petit commentaire d'abord sur le teaser, cette manière de se lancer. Comment ça vous paraît, Rachel Kahn? Non, alors je ne sais pas si la couleur du polo, c'est une nouvelle couleur qui entre en politique, je ne sais pas. Orange is the new black. Non, le truc, c'est que on a l'impression d'une candidature, enfin en tout cas d'un teasing effectivement extrêmement fort. Le divertissement est là. Voilà. On va en parler. Est-ce que c'est du divertissement ou est-ce que ce sont de vraies chances de victoire? Mais d'abord sur son envie. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Anne? Le plus simple, c'est de l'écouter. À Mirabeau, donc dans le Vaucluse, c'est vrai que cette candidature, elle ne fait plus vraiment aucun doute. J'ai réfléchi à tout, mais je sais pas parce que j'ai l'impression qu'ils veulent pas de moi. En plus, comme voilà, donc je sais pas du tout. Pour l'instant, j'observe la situation parce que comme elle est très compliquée, j'essaye d'y voir clair. Voilà, c'était Paul Larouturou qu'on retrouvera beaucoup sur notre antenne ces prochains jours, à commencer par demain soir 20h. Il joue évidemment à ce côté provoquant, provocateur. Il s'amuse. Bien sûr qu'il s'amuse, mais pour reparler
ces différentes photos qu'il pose sur les réseaux sociaux, c'est quand même excessivement malin. Ça fait très peu de temps, mine de rien, qu'il est sur les réseaux sociaux. Il a réussi à avoir une communauté qui est présente, qui est enthousiaste, et il sait, mine de rien, qu'avec ce genre de photos, on sait qu'il va avoir des moqueries, on sait qu'il va être repris absolument partout, et c'est le cas. Il me semble que plutôt sur le plateau, vous aviez un de ces représentants de la génération Z. Ils savent et ils manient les réseaux sociaux à la perfection, et la preuve, on en parle ce soir, donc ce n'est pas idiot du tout. Guillaume Roquette, vous êtes sûrement l'homme le plus à droite sur ce plateau. Enfin, c'est peut-être en concurrence avec ça. Maxime Liédot, je ne sais pas, on verra. En tout cas, vous êtes celui qui connaît le mieux, sans doute, Éric Zemmour. Allez, qu'est-ce que, franchement, je suis certain, et vous avez un avis là-dessus, est-ce qu'au fond, vraiment, il a envie vraiment d'aller très loin ? Oui, je pense que cette envie est de plus en plus manifeste. Et effectivement, les cartes postales, comme disait Nicolas Sarkozy, qu'il envoie régulièrement, permettent d'accréditer cette idée. Alors, on peut penser que c'est un jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 6 mois, quand à la rédaction du Figaro, on disait « Et si Éric Zemmour était candidat à la présidence de la République ?» ça nous paraissait quelque chose de presque baroque. Et en fait, assez intelligemment, sans jamais dire lui-même de façon claire « Oui, je veux y aller », eh bien, il a installé cette candidature. Ça a 2 utilités. La première, c'est d'abord qu'il apparaît comme une sorte de candidat, si ce n'est naturel, en tout cas légitime, alors même qu'il n'a aucune expérience politique, il n'a pas de parti derrière lui, ce n'est pas son métier. Et l'autre chose, c'est que ça lui permet aussi de tester quelle est la réponse de l'opinion publique. S'il n'est pas encore probablement complètement décidé, c'est parce qu'il se pose des vraies questions, des questions politiques au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux avoir comme score, est-ce que je peux vraiment marquer, et puis des questions très prosaïques, est-ce qu'il y a 500 maires qui vont me suivre ? Est-ce que je vais faire 5% qui me permettront d'être remboursé de mes dépenses de campagne, parce que sinon, ça va me coûter très cher. Donc là aussi, pour tout ça, il faut cranter. Alors, premières impressions. On va tout de suite voir avec Anne, au fond, quel est le marché, si j'ose dire, le marché politique. Est-ce qu'il existe ? Mes premières impressions, voilà, vous serez réguliers sur ce plateau le dimanche, Maxime Liédot, Rachel Kahn. Je parlais des positionnements, Maxime Liédot peut-être un peu plus à droite et Rachel Kahn plus à gauche. D'un mot, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ? Est-ce qu'il vous intéresse, Zemmour ? Est-ce qui vous fait peur? Premier sentiment d'intention, si j'ose dire. Je trouve que c'est très intéressant, effectivement, dans ce que ça raconte, dans ce récit. C'est vrai que c'est un personnage médiatique plutôt que politique. C'est intéressant aussi parce qu'il est extrêmement intelligent dans sa manière de faire. Là, il appuie sur quelque chose de psychologique. Ils ne veulent pas de moi. Ce qui veut dire que, en fait, ça peut fédérer aussi, justement, ça fédère la parole, ça fédère. Ils ne veulent pas de lui, donc il se met quand même dans une position à la fois de leader, mais aussi un petit peu de victime notamment sur les réseaux, dans les médias aussi, où il est souvent décrié, critiqué. En fait, il y a quelque chose qui est fascinant dans ce personnage. Alors, on aura l'occasion de développer. Maxime Liédot, vous êtes la génération, il y avait un jeune de 22 ans, c'est votre âge aussi, qui était un zémouriste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à ça chez vous ? Il y a rien qui pourrait ressembler à ça chez moi, pas énormément d'atomes crochus avec Éric Zemmour, sinon évidemment des attaches sur le constat, je pense que tout le monde partage, qui dit depuis des années, sur une droite qui n'est pas forcément la droite qu'on attend quand on met un bulletin dans les urnes, sur la désindustrialisation, et je pense que le fait de voir Éric Zemmour rentrer comme ça en campagne, rentrer en politique, ça va nous renvoyer des choses à vous journalistes, à nous peut-être dans les médias et à d'autres, tout ce qu'on a peut-être loupé depuis des années, c'est-à-dire voir qu'il y a un certain niveau culturel, y compris chez des journalistes, qui s'est écroulé, que de plus en plus ne veulent plus. Merci Maxime Liédot. Vous voulez qu'on parte tout de suite du tout. Lui, vous savez prendre la place, Maxime Liédot. Oui, ça c'est l'ambition à 22 ans, 22h37. Non, mais lui ne représenterait pas le niveau. Mais on sait malheureusement que beaucoup ne veulent plus débattre avec lui. Vous voulez dire qu'il peut être utile ? Il peut être utile, c'est ça que vous dites ? Il peut être utile, en tout cas pour réaliser qu'on a quelques lacunes. Et hélas, je pense aussi notamment chez la classe politique, parce qu'il va affronter des gens qui sont depuis quelques années, hélas, il va peut-être leur envoyer une image d'impuissance depuis quelques années. Vous était déjà candidat déclaré. Mais parce que oui, on a quand même quelques images qui fait qu'il va s'y lancer. Et je pense que il va avoir un côté réjouissant pour avoir au moins quelque chose qui ne va pas tomber dans les guerres d'ego, et je l'espère un tout petit peu dans les guerres d'idées, surtout si on n'est pas d'accord avec lui. Alors, être agitateur est une chose, il faut encore avoir des lecteurs et des électeurs. Les lecteurs d'abord, Anne, le marché d'Éric Zemmour, si j'ose dire, la galaxie Zemmour, qu'est-ce que ça représente pour l'instant ? Alors justement, on va se pencher sur le suicide français publié en 2014. On est autour de
450 000 exemplaires. Il avait été tiré, ce livre, initialement à 120 000. Le Destin français, son dernier livre, sorti en 2018, 150 000 exemplaires. Et puis à noter, Darius, que le prochain, qui n'est pas encore sorti, est déjà numéro 1 des précommandes. La France n'a pas dit son dernier mot, 350 pages. Il sortira le 16 septembre prochain. Le Suicide français, donc combien ? Le Suicide français, on est autour de 450 000. Ouais. Vous en êtes loin, j'imagine. Maxime Liédo, Rachel Kahn, vous êtes à combien, vous ? 380. Non, il faut dire les chiffres. 440. Mais vraiment, sérieusement, c'est une machine de guerre intellectuelle, éditoriale, absolument exceptionnelle. Même politique. Même politique. Et je me permets d'ajouter à cela, pardon si je ne suis pas totalement objectif, l'audience du Figaro Magazine dans lequel il écrit chaque semaine, et qu'il y a, vous savez que pour mesurer l'audience des journaux, c'est pas comme les livres on mesure les ventes, les journaux et les magazines, on mesure les gens qui l'ont lu. L'audience du Figmag, c'est 1,5 million de personnes chaque semaine, donc ça permet aussi de poser. Il la ramène un peu, Guillaume Roquette aussi, il ne veut pas être en reste. Oui. Attention, les succès d'édition ne font absolument pas les succès politiques, puisque c'est typiquement une personnalité qui a un club de supporters. Ouais. Il a un club de supporters qui est fidèle, et on sait très bien qu'à chaque livre d'Éric Zemmour, il y aura plusieurs centaines de milliers de Français, mais ça n'élargit pas pour l'instant au-delà. Et les enquêtes d'opinion montrent 6-7%. Donc la nature ayant horreur du vide et cette rentrée politique étant si bizarre, si éclatée, avec des visages qu'on a beaucoup vus, que c'est le candidat potentiel idéal pour qu'on en parle, pour que les caméras soient là. Dernière chose, c'est le candidat de la nouvelle politique. Pas de parti, pas d'argent, pas de troupes. De l'argent, ça peut arriver. Oui, enfin bon, pas ce que coûte. Il a des amis qui ont des moyens. Oui, enfin pas 30-40 millions, c'est quand même ça, une campagne présidentielle. C'est le candidat nouvelle époque, réseaux sociaux, quelques jeunes, 3 affiches, on en parle. Éric Zemmour, l'agitateur d'idées, il s'en vante lui-même, il dit « Moi, je parle avec tout le monde, je débat, écoutez-le ». C'est peut-être dans le Vaucluse, comme vous le mentionnez, Anne Seften, à Mirabeau. Ce week-end, il disait « Moi, je suis l'homme qui parle avec tout le monde, écoutez-le ». J'accepte toujours les débats. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Je pense que c'est comme ça qu'on devient plus intelligent. On se confronte, on confronte ses idées. Je vous avoue que je comprends mal les gens qui refusent de débattre avec moi. Je comprends mal leur sectarisme, leur lâcheté, leur volonté de rester entre soi. C'est quelque chose qui m'est assez étranger. Ce rôle d'Éric Zemmour qui, candidat, pourrait squatter les plateaux, avoir un statut vraiment de le grand intellectuel de droite ou d'extrême droite, on verra comment on le qualifie après, qui occupe le terrain. C'est un phénomène de société, effectivement, mais moi, je ne situe pas encore dans son costume de candidat politique. Pour moi, c'est effectivement un phénomène de société. Il dit des choses extrêmement précises sur ce contexte, en fait, où effectivement les gens ne souhaitent plus débattre, ne souhaitent plus dialoguer, ne souhaitent plus se confronter à des idées. Et c'est vrai, comme vous le disiez, Maxime, que certaines invitations qu'il a lancées n'ont pas reçu de réponse parce que les gens ne veulent pas être en face de lui. Est-ce qu'il y a beaucoup de zemmouristes cachés ? Ça me frappait sur un plateau précédent. Vous, Guillaume Roquette, vous étiez assez laudatif au sujet d'Éric Zemmour. Pardon, oui, c'est l'impression que j'avais. Vous représentez un peu cette part de la bourgeoisie très classique de droite qui, à certaines époques, peut-être n'aurait pas avoué ce genre de séduction. Je vous pose la question, je vous tape là. Il y a de ça. Alors, la droite française, elle ne sait plus très bien qui elle est et où elle est. Et le succès du macronisme est un des symptômes de ça vous mange d'un côté, ça, et l'autre, c'est-à-dire que... Mais bien sûr, il y a Macron qui mange d'un côté, sur le côté libéral, dans tous les sens du terme, y compris sur les sujets sociétaux, et de l'autre côté, le Rassemblement national qui mord sur le côté souverainiste. Et donc, les dirigeants de droite, depuis maintenant une génération, sont très perturbés et ne savent plus très bien où ils sont. Même Nicolas Sarkozy, qui était supposé incarner la droite forte, a décontenancé, et c'est un euphémisme, un certain nombre de ses électeurs par un positionnement politique qui n'était pas clair. Celui d'Éric Zemmour peut certainement être débattu, contesté, son positionnement, ses convictions, mais il n'en a pas changé. Ça fait 20 ans qu'il a les mêmes. Et c'est en ça que peut-être... Même si aujourd'hui, Renaud Pile a raison de le signaler, il n'y a pas d'espace politique notable pour Éric Zemmour, peut-être que justement cette solidité intellectuelle, ce corpus de conviction qui n'a pas bougé, ça peut séduire. Pour l'instant, on ne sait pas. Parlons-en. Quelle peut être la place à droite d'Éric Zemmour alors que les candidatures se sont faites ou défaites encore ces derniers jours ? Anne, récapitulons avec vous, parce que là encore, tout s'est beaucoup accéléré, même ces derniers jours et même ce week-end.
qui est candidat, qui ne l'est pas. Alors, on va faire un petit récapitulatif. En effet, Valérie Pécresse, qui n'est plus estampillée LR, mais qui depuis 4 ans a fondé son mouvement libre, bien qu'elle n'ait plus l'étiquette. Elle l'a redit hier, Valérie Pécresse, je me sens à droite. Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit. Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, maire de la Garenne-Colombe, qu'on a beaucoup vu pendant cette crise sanitaire. C'est vrai que lui, il veut lutter contre ce qu'on pourrait appeler la bureaucratie, parce qu'il dit avoir vu, lors du déclenchement de l'épidémie, à quel point l'État avait été absent. Et puis, de renoncement, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, on l'a vu, ajoutant à cela un possible candidat tout à gauche. Regardez, David Lisnard, le maire de Cannes, qui a lancé en juin son propre mouvement, Nouvelle Énergie, tout en restant, lui, membre des Républicains, davantage libéral. Il faut s'y retrouver. Donc c'est pour ça qu'on vous a proposé ce soir ce petit récapitulatif. Voilà, beaucoup de candidats avec, il faut le mentionner, si on laisse le tableau un moment, un petit côté quadrature du cercle, parce que Valérie Pécresse, détrompez-moi, mais c'est la mieux placée s'il y a des primaires, objectivement, mais face à elle, Xavier Bertrand, qui aussi est bien placé dans les sondages en général. Et ça, c'est tueur. Bah oui, c'est tueur, parce que s'il y a 2 candidats de droite au mois de décembre qui continuent à y aller, c'est vraiment 2 camions qui foncent l'un vers l'autre en klaxonnant, et donc c'est l'échec assuré. Chacun son image. Moi, j'ai l'image de La Fontaine, les 2 chèvres, vous savez, sur le pont, il n'y en a aucune. Soit les chèvres, soit les camions, Darius, comme on veut. Mais là, compte tenu de l'histoire de la droite et les cataclysmes, moi, je trouve les poids lourds qui foncent l'un vers l'autre, c'est pas mal. Ce qu'il y a d'incroyable dans la droite, c'est qu'on a quand même, pour résumer, on a un parti dont la direction, Christian Jacob, ne veut pas de primaire, qui va peut-être organiser une primaire contre l'avis du patron pour peut-être désigner une candidate qui n'appartient pas aux Républicains. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est une situation inextricable pour la droite. Ouais. On verra si, in fine, il y a une primaire. Le problème, c'est qu'une fois que la mécanique est engrangée, les appétits sont là. Je ne vois pas comment Christian Jacob, fin septembre, va dire bon non, on arrête tout. Alors ça s'appelle un sac de nœuds. Et pour manier ce sac de nœuds, précisément, un des hommes qui est avec nous en direct, Pierre-Henri Dumont, vous êtes député LR, secrétaire général adjoint. Bonsoir. Bonsoir. On vient de faire un panorama assez pessimiste. En fait, est-ce que vous en êtes déjà au trop-plein ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne manque pas de talent à droite. Ça a été prouvé, vous avez donné plusieurs noms. Nous avons de quoi prendre en main les rênes et les destinées du pays dès 2022. Reste maintenant à désigner qui sera le chef de cette équipe de France qui sera amené à présenter la candidature pour diriger la France. En cela, il y a plusieurs process. Et en ce qui concerne la primaire, vous savez, ce n'est pas les quelques cadres, les membres du bureau politique ou même Christian Jacob qui vont décider s'il y aura une primaire ou pas, parce que nous sommes dans un parti démocratique, à peu près le seul parti démocratique en France, et donc c'est pour cela que ce sont les militants qui vont décider fin septembre, au cours d'un congrès électronique, s'ils désirent ou non avoir une primaire et si oui, sous quelle forme. Monsieur Dumont, parlons franchement. Ici même sur ce plateau, tout à l'heure à 20h, il y avait un jeune plutôt de sensibilité LR. Il y en avait un autre dans la journée aussi sur LCI qui disait « Je voterai plutôt LR, mais moi je trouve que maintenant Zemmour représente mieux la droite ». Il y a un phénomène, quel que soit le nombre de pourcents qui vont vous prendre, c'est mauvais. Vous savez, Éric Zemmour, en tout cas, pour nous, il ne fait pas partie du champ de la droite républicaine. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il désire ce qu'on appelle l'union des droites, c'est-à-dire unifier l'extrême droite et la droite républicaine, alors que nous, notre histoire au sein des Républicains, mais aussi auparavant avec l'UMP, le RPR et depuis les fonds baptismaux de la Ve République, c'est justement d'être en opposition absolue avec toutes les idées de l'extrême droite, pour une raison qui est très simple, c'est que l'extrême droite en France, par essence, par nature, est une extrême droite anti-gaulliste. C'est une extrême droite qui a été fondée dans certains cas par des anciens collaborationnistes. C'est une extrême droite qui a fomenté, pour certains, des attentats contre la personne du général de Gaulle et qui, après ces personnes-là, ont été fondées le Front National à l'époque de Pierre-Henri Jean-Marie Le Pen. parce que vous dites des choses très fortes, vous le considérez comme un adversaire, Éric Zemmour, de ce point de vue-là ? C'est évident. De toute façon, Éric Zemmour, on comprend bien que sa candidature, quand elle est testée, est autour de 5 à 7%. Éric Zemmour, en réalité, c'est le meilleur allié électoral d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour, en avançant sa candidature, désire et va faire réélire Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, le seul parti politique qui est capable de battre le président de la République sortant, ce sont les Républicains. C'est le candidat de la droite républicaine. En prenant 2-3%, il empêchera le candidat de la droite républicaine d'atteindre le deuxième tour, donc forcera à nouveau un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et ça verra inéluctablement à nouveau la victoire d'Emmanuel Macron, et donc l'ensemble de ce que nous voyons aujourd'hui en France, avec un ordre républicain qui n'est pas assuré, avec une division profonde des Français, des territoires qui ne sont pas considérés,
une sorte de fossé qui se creuse entre la croissance économique et la protection de l'environnement, tout cela, ça suffit. Monsieur Dumont, réaction sur ce plateau. Oui, la comptabilité électorale du Pierre-Henri Dumont est très juste. Effectivement, si Éric Zemmour devait prendre des voix, ce serait sûrement plus aux Républicains qu'à Emmanuel Macron, et peut-être même plus qu'à Marine Le Pen, parce que sociologiquement, culturellement, ça ne semble pas être les mêmes électorats. Mais une élection, c'est pas juste une logique comptable. C'est aussi, et c'est d'abord, des idées et des convictions. Pourquoi est-ce que le Front National est si fort aujourd'hui? C'est parce que la droite républicaine a eu le bras qui tremble, ou qui tremblait, parce que peut-être que c'est en train de changer, sur les questions difficiles, sur la capacité de l'islam à s'assimiler à la société française, sur la régulation plus exigeante de l'immigration. Et si les candidats LR n'arrivent pas à se saisir de ces sujets et à faire des propositions fortes, alors effectivement, il y aura de la place pour d'autres voix. Le discours d'Éric Zemmour disant sur l'islam, sur l'immigration, je suis plus clair, plus net, plus radical que Marine Le Pen, est-ce que ça porte ? Peut-être que ça porte, et en tout cas, c'est plus constant. Ensuite, j'entends cette phrase, Éric Zemmour est le meilleur allié d'Emmanuel Macron, on le verra, mais je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de membres qui font aujourd'hui partie des primaires, qui ont été les premiers à se précipiter pour appeler à voter, dans certaines régions notamment, pour les différentes listes en marche. Donc ça peut poser problème. Et ensuite, quand j'entends que Éric Zemmour fait partie de cette droite dure, etc., mais combien de personnes qui font aujourd'hui partie de LR ont à un moment soutenu, invité, plus que cordialement fait des éloges à Éric Zemmour dans différentes interviews, dans différentes livres, dans différentes conférences? Je pense qu'on les compte malheureusement plus que sur les doigts d'une main. Donc je ne pense pas qu'on puisse attaquer Éric Zemmour sur ça. Et je rajouterai peut-être quelque chose que personne n'a dit, et je me plante peut-être royalement. Je pense aussi qu'il peut aller piquer quelques voix à gauche, mine de rien. Non pas sur le discours sociétal, mais sur les discours que peu de candidats, notamment dans la primaire à droite, portent, sur la difficulté justement de gens dans les campagnes. Il était très pro-gilet jaune, il faut s'en souvenir, Éric Zemmour. Le côté gasoil, le côté, il est assez anti-pass, mais sur le côté, regardez la fracture vaccinale. Et je pense, mine de rien, que c'est ce qu'on manque quand même prioritairement à droite de voix qui vont porter justement cette idée-là de déclassement français, dans le sens où il y a quand même une fracture qui existe dans ce pays et personne n'est là pour l'identifier et faire quelque chose contre. On reviendra après 23h sur Éric Zemmour et notamment en réaction à ce que vous disiez, Monsieur Dumont. Merci d'avoir été avec nous en direct. Vous disiez il n'est pas dans l'Union républicaine. On a entendu depuis le début de la soirée des définitions très variées. Et ceux qui disent fasciste, raciste, ceux qui disent pas du tout, c'est la droite normale, c'est la vraie droite. Juste pour présager le débat qui suit, Rachel Kahn, qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Moi, je pense sincèrement qu'il est à la droite de Marine Le Pen, donc, et notamment sur toutes les questions, alors pas tant sur les questions d'immigration, mais vraiment profondément sur cette notion qui est très débattue de créolisation et sur lesquelles j'ai eu un débat avec lui, on ne s'est pas du tout entendu. Créolisation, nouvelle variante un peu du mot métissage, c'est ça ? Alors lui, il l'a pris comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça. La créolisation, c'est du chaos, comment on peut en faire ressortir quelque chose. Et lorsque le porte-parole, Gabriel Attal, dit... Éric Zemmour, c'est la France rabougrie. Je suis dans cette ligne-là. Je trouve que c'est une énergie assez délétère. Alors, en appetizer, si j'ose dire, de la suite, écoutons quand même Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on aime ou on n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un bon punchliner, comme on dit. Et il a attaqué Éric Zemmour sur ce point. N'est-il pas lui-même, du fait de ses origines, le résultat d'une créolisation à la française? Ah, vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Mais oui, Zemmour, ça veut dire olive en arabe. Zeytoun. Mais je lui en veux pas, moi je m'appelle Mélenchon, c'est pas plus brillant. Être contre la créolisation, c'est être contre la vie. C'est vouloir embrigader toute la population dans les mêmes mots, les mêmes musiques, les mêmes habits. Ce n'est pas possible. Voilà, on y est. Les origines ethniques, l'immigration, l'assimilation, etc. Est-ce que ce débat va revenir en force maintenant ? Mais c'est drôle surtout que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui attaque Éric Zemmour sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon a toujours été et a eu d'immenses ambiguïtés, notamment il y a quelques années, quand il avait accusé par exemple Pierre Moscovici sur un autre registre de parler la langue des financiers. Il avait dû d'ailleurs faire des excuses. Je rappelle encore que dans une interview, il avait dit que les travailleurs détachés volaient le pain des Français juste avant de revenir. Donc que ce soit lui avec cette forme, hélas, d'arrogance et surtout avec les ambiguïtés qu'on y connaît, et je pense que Rachel là me rejoindra totalement sur ce cas-là, je trouve que malheureusement ça ne fait pas de lui le Mélenchon qu'on a pu respecter il y a encore 4-5 ans. Nous en parlons dans la seconde partie de ce débat après 23h, mais ouvrons le thème international et il y a un lien direct, c'est-à-dire est-ce que ce débat va ramener
au débat sur le djihadisme, sur l'islamisme, à ce qui se passe notamment en Afghanistan avec les événements très violents, les talibans, la contre-offensive islamiste dans cette région. Emmanuel Macron y répond à sa manière. C'est son voyage actuellement en Irak. Il a rencontré les chrétiens d'Orient. Il a participé à une conférence régionale qui a évidemment un tout autre écho dans ces circonstances. Et vous allez l'entendre, exclusif TF1 LCI, il parle de ce danger terroriste. D'abord, depuis le premier jour, nous sommes très vigilants et donc nous regardons les groupes qui peuvent se former et menacer la France dans toute la région. C'est un risque qui existe. Depuis le début, je le sais. Vous savez, je n'oublie pas que lorsque j'ai été élu en mai 2017, la France était en état d'urgence à cause du terrorisme. Nous sommes sortis de l'état d'urgence, on a passé des lois pour protéger, dans la vie démocratique normale, nous protéger face au terrorisme. Je l'ai dit, nous avons énormément investi, développé des compétences à tous égards, mais ce risque existe. Et donc c'est ma responsabilité de tout faire pour que nous puissions prévenir et agir. Le danger djihadiste, ce sera bientôt les 20 ans du 11 septembre, le procès des attentats de novembre 2015 à Paris. Guillaume Roquette, est-ce que de fait, ce danger réapparaît davantage ? Alors, sûrement parce qu'il n'a jamais complètement disparu, mais, et je prends un risque en disant ça, je ne vois pas ce danger immédiatement revitalisé par ce qui se passe en Afghanistan. Les talibans ont beaucoup de défauts, mais ils ont dit « nous voulons installer l'islamisme dans un seul pays », comme on disait du communisme en d'autres temps. Et regardez ce qui s'est passé, pas plus tard que jeudi dernier. Ce sont des djihadistes, mais ceux de Daesh, qui sont les ennemis jurés des talibans, qui ont provoqué cet attentat à côté de l'aéroport de Kaboul. Et le paradoxe, c'est que ce sont les talibans aujourd'hui qui disent « mais nous ne voulions pas cela ». Par ailleurs, dans l'autre foyer aujourd'hui très présent du djihadisme, qui est celui du Sahel, je dirais que l'intensité de la pression en vient plutôt à diminuer. Et Emmanuel Macron le disait tout à l'heure à votre envoyé spécial, le dispositif Barkhane a vocation à être redéployé. Donc je vois plutôt, moi, arriver une période de moyenne intensité terroriste. Mais encore une fois, c'est tellement fragile de dire ça. Et en plus, ça doit être aussitôt modéré par le fait que les attentats récents en France n'étaient pas des attentats commandités, organisés à l'étranger, comme le 11 septembre 2001. Souvenez-vous, si les Américains interviennent en Afghanistan, c'est parce que c'est là qu'intervient Ben Laden, soutenu par les talibans, pour organiser l'attentat. Les derniers attentats en France, c'était plutôt des gens seuls qui étaient munis par leurs propres convictions islamistes, mais qui n'étaient pas téléguidés, entre guillemets, par une organisation internationale. Quelle que soit la frontière, que ce soit là-bas en Afghanistan ou ici, la propagande fanatique islamiste, est-ce que ce thème-là va revenir en force ? Il y a des chances, d'ailleurs il n'a jamais été mort. Marc Trévidic en parlait il n'y a pas longtemps dans l'opinion, que cette libération en quelque sorte de l'Afghanistan avec cette recrudescence des talibans allait malheureusement remettre une pièce dans le jukebox des propagateurs de haine et notamment de la part de l'État islamique. Mais pour poursuivre les propos de Guillaume Roquette, j'irai un peu plus loin. Non seulement en effet la plupart des derniers attentats en France étaient commis par des gens qui étaient seuls, etc., mais ils étaient, qu'on le veuille ou non, si on leur avait demandé une carte d'identité, ils étaient français. Et je pense que c'est quand même ça qu'il faut qu'on réalise, c'est-à-dire qu'ils avaient été, pas tous, mais la plupart, sur les bancs de l'école française. Ils avaient grandi en France, ils avaient été éduqués par nos instituteurs, ils avaient fréquenté les quartiers, les villes françaises, etc. Et je pense que c'est la question la plus gênante à se poser, parce que je pense que la réponse fait mal, mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'un garçon naît en France, qu'est-ce qui fait que lorsqu'il est sur les bancs de la République française, au bout d'un certain nombre d'années, il est capable de retourner les armes contre son propre pays. Et là c'est le propos zémourien, l'intégration ne marche pas, ça ne marchera jamais, c'est pas vrai. Ils ne sont pas assimilables, dit-il. Oui. Ça portera dans ces circonstances. Ça porte effectivement dans ces circonstances. Après, il y a quand même un sursaut à gauche aussi sur ces thèmes-là, parce qu'il y a une reprise des fondamentaux républicains, universalistes, sur la laïcité aussi. Là, j'ai vu les différentes journées d'été où il y a eu aussi des arguments et des étonnements pour moi, parce qu'ils ont repris quand même les rênes face à justement ces histoires de relativisme culturel qui, à mon avis, ne vont plus passer.
Pour répondre à votre question, dans la pré-campagne présidentielle, ces derniers jours, je n'ai pas l'impression que les attaques de l'opposition, notamment de la droite et du Rassemblement national contre Emmanuel Macron et le gouvernement, provoquent les mêmes polémiques qu'il y a 5 ou 10 ans. Je n'ai pas l'impression que Emmanuel Macron et le gouvernement sont considérés comme extrêmement laxistes par une majorité de Français. Nous avons tellement souffert en 2015, on est tellement, je dirais, entre guillemets, habitués à ce terrorisme depuis des décennies. Je ne dirais pas qu'il y a un consensus, mais je dirais que les Français, en grande majorité, lorsqu'il y a un propos trop démagogique, il n'y a qu'à Faucon, ils n'y adhèrent pas. Le lien entre l'étranger et la France, quand on voit ces images d'Emmanuel Macron qui rend visite aux chrétiens d'Orient, c'est un thème que vous maniez beaucoup, vous, au Figaro, notamment, disant, voilà, au fond, les chrétiens d'Orient ont été abandonnés. Il y a toute une part du monde arabe qui était beaucoup plus chrétienne, qui est maintenant persécutée. On abandonne les chrétiens, on abandonne les Kurdes, et maintenant on abandonne une partie de l'opinion afghane, tout ça parce que les islamistes sont plus forts et au fond on leur cède le terrain. Est-ce que ce propos résonne pour vous, Maxime Liédot? Bien sûr qu'il résonne, et je pense que les chrétiens d'Orient sont un vrai sujet. Guillaume Roquette, en effet, dans le Figaro le traite, d'autres journaux le traitent, et à juste titre, parce que ça fait quand même partie de des religions les plus persécutées dans le monde, et on l'oublie à très juste titre. Donc évidemment que c'est un sujet, et je pense qu'on doit le voir beaucoup plus largement que seulement le président de la République qui se déplace pour piquer des voix à droite. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et là, pour le coup, cette situation en Syrie, en Irak, pour les chrétiens, apparaît sans doute pour un certain nombre de Français, et même de façon inconsciente, comme une sorte du reflet du risque qu'il pourrait y avoir pour la France. C'est-à-dire qu'il y a une religion conquérante par les armes avec les talibans, conquérante de façon plus pacifique dans certaines cités françaises où l'islam impose aujourd'hui sa loi, et où cette part chrétienne de notre identité devient discutée, remise en question, comme elle a quasiment été balayée en Syrie ou en Irak. Débat ouvert tout à l'heure, mais d'abord, on parlera aussi de la question sanitaire. Beaucoup de choses changeront demain déjà pour le pass sanitaire et son obligation. Ce sera donc dans quelques minutes, mais d'abord il est 23h, l'heure du point d'actualité entièrement dominé, fortement dominé par l'ouragan Ida. Oui, et tout de suite on part en Louisiane, justement. Des sacs de sable amassés devant des ports, des habitants qui se barricadent ou qui se sont même enfouis. 16 ans jour pour jour après Katrina, l'ouragan Ida a touché terre en Louisiane à 19h heure française, avec des rafales atteignant les 240 à 295 km/h. Des habitants stressés, suspendus au service météo. Vous voyez là nos images en direct qui nous parviennent de nos envoyés spéciaux. On va justement retrouver Nastasia Haftman. Vous êtes à la Nouvelle-Orléans. Nastasia, vous avez pu rencontrer des habitants réfugiés à l'heure actuelle dans un hôtel. Oui, absolument. Là, j'ai marché jusqu'à un autre hôtel. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement difficile. Regardez, en fait, ce vent est en train d'appuyer la pluie au sol, littéralement. Regardez ces bancs au fond. Ils avaient été posés volontairement pour qu'ils ne s'éloignent pas, pour qu'ils ne s'envolent pas. Eh bien, c'est raté. Beaucoup ont simplement fait un bond en avant. Regardez, ils sont tout le long du trottoir. Et là, vraiment, c'est impossible de marcher. Il y a tellement de pluie, tellement de vent. Ça fait presque une fausse pluie d'un cinéma américain, sincèrement. C'est vraiment impressionnant. Et j'arrive facilement à croire qu'autour de la Nouvelle-Orléans, qui est protégée par les digues, je vous le rappelle, le centre-ville est protégé par des digues. Donc ça limite quand même beaucoup les inondations. Mais j'imagine très bien qu'au-delà de la Nouvelle-Orléans, ça soit déjà complètement inondé. Apparemment, ils ont déjà plus de 40 cm d'eau, si ce n'est plus. Merci Anastasia Haftman. Notre autre envoyé spécial, Jérôme Garraud, était lui aussi, je vais y arriver en Louisiane, où les vents étaient très violents. Écoutez-le. On s'est mis en sécurité, même si la sécurité c'est toujours relatif avec ce temps dehors, mais on fait quand même attention. On est toujours à l'entrée du quartier français, le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. Et vous voyez, il y a déjà des arbres qui sont tombés là sur le trottoir, un petit peu plus loin sur la route. Tout à l'heure, on a vu une partie d'un toit qui s'est effondré, donc on reste extrêmement prudent. Et le vent souffle particulièrement fort ici, parce qu'on se trouve près du Mississippi. Venez, on va vous montrer, là dans cette direction, à 300 mètres, vous voyez peut-être d'ailleurs les cheminées d'un bateau à eau. À 300 mètres, vous avez le Mississippi, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour arrêter ces rafales qui sont très violentes et qui vont être encore plus violentes dans les heures qui viennent. Là, il est 15h ici en Louisiane, et c'est entre 17h et 20h, donc au milieu de la nuit chez vous en France, que l'ouragan va montrer toute sa force.
Et le vent, ce n'est pas ce que les Louisianais redoutent le plus, c'est le risque d'inondation. Vous en parliez il y a un instant. On va devoir attendre aujourd'hui, cette nuit et demain pour voir l'ouragan baisser en intensité et espérer ne pas constater trop de dégâts. Très impressionnante image du terrain. On se rappelle que certains présidents précédents s'étaient fait attaquer, mais ils n'avaient pas réagi assez vite. Là, Joe Biden réagit. Oui, il a réagi, Joe Biden, 1h30 après que l'ouragan ait touché les côtes de la Louisiane. Il s'est déplacé au sein même de la cellule de crise de Washington. Le président américain a tenu à prévenir la population. Les dommages seront importants. This is going to be a devastating hurricane, a life-threatening storm. So please, all you folks in Mississippi and in Louisiana, Mississippi, and God knows, maybe even further east, take precautions. Listen, take it seriously, really very seriously. We're going to be here. We're going to be here to help the Gulf region get back on its feet as quickly as possible, as long as it takes. Vincent Hugeux, le président Joe Biden, c'est vrai qu'il a réagi rapidement. Il s'est rendu en cellule de crise. Ça nous rappelle qu'il est à l'inverse de George Bush. On se souvient des images de George Bush au moment de Katrina, il y a 16 ans jour pour jour, qui avait même survolé la Louisiane en hélicoptère. Est-ce que justement c'est la signe d'une prise qui prend les choses très au sérieux, Joe Biden, et justement, puisqu'il n'est pas en ce moment en odeur de sainteté, il doit absolument le faire, non ? Je parle sous le contrôle avisé de Laurence, qui connaît infiniment mieux que moi la politique américaine. Il m'apparaît que cet ouragan, sans cynisme aucun dans mon propos, est assez providentiel pour qu'il renoue avec son protocole compassionnel. On sait à quel point il est réputé empathique, mais on a aussi mesuré l'aveu de faiblesse, assez éprouvant d'ailleurs, qu'a été son allocution de l'autre jour, après l'attentat dévastateur de jeudi. Donc il me semble que c'est pour lui l'occasion de reconnecter avec cette sorte de fraternité, d'attention pour les humbles, un côté pater familias, quoi. Faites attention, soyez prudents et tout. Donc j'imagine qu'il s'est engouffré dans cette brèche-là, quoi qu'il en coûte au pays. Oui, vous avez tout à fait raison, Vincent, de le dire. Je crois que l'ouragan est malheureusement de manière cynique un bon événement pour Joe Biden. Et il y a deux messages qu'il fait passer. D'abord, je suis prêt. Tout de suite, à 15h, heure de Washington, il va à la FEMA, on le voit, qui est ce centre à Washington qui est en charge de gérer les catastrophes naturelles. Et le deuxième message, c'est, voilà, maintenant on va parler d'autre chose que de l'Afghanistan. Et on le sait, les Américains vont être sans doute beaucoup plus touchés par les conséquences de cet ouragan que par ce qui se passe en Afghanistan, même si, encore une fois, c'est un pari risqué pour l'administration Biden, parce que la charge émotionnelle de ce qui s'est passé en Afghanistan, eh bien, est quelque chose qui marque la population américaine. Alors, on va retourner tout de suite en Louisiane. On est exactement, très précisément, du côté de Larros. Retrouver un Français qui est parmi nous ce soir, Patrice Fornis. Patrice, bonsoir. D'abord, quelle est la situation autour de vous, là où vous vous trouvez ? Bonsoir. Eh bien, la situation est vraiment très, très violente. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Bien évidemment, on est cloîtré à l'intérieur de la maison, mais ça fait 4 heures que ça dure. Il y a des bourrasques de 140, 250 km/h. Je ne sais pas si vous pouvez entendre autour de moi ce qui se passe, mais c'est très très violent. On a beaucoup de dégâts sur la maison. On n'emmène pas large, quoi. Je vais vous l'avouer. Est-ce que vous avez reçu des consignes de la part des autorités ? C'est vrai que les autorités, les gouverneurs conseillaient justement de faire des provisions, d'avoir de l'eau, un générateur aussi à vos côtés. Est-ce que vous avez tout ça près de vous ? On a de l'eau, mais on n'a pas de générateur, malheureusement. Notre voisin en a un, et dans ce cas de figure, en général, il nous laisse brancher, par exemple, le frigo, pour pas qu'on perde ce qu'on a dans le frigo. Mais c'est à peu près tout. Non, c'est vraiment très, très violent. Et là, ça fait 4 heures que ça dure, et ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. L'ouragan a l'air de rester au-dessus de nous, et nos maisons se font absolument détruire en ce moment. C'est vraiment... Ça fait peur. Je n'étais pas ici pour Katrina, on avait évacué, et donc j'ai pas d'éléments de comparaison, mais là c'est vraiment extrêmement violent là. Ouais. Merci infiniment Patrice Fornis d'avoir réagi sur l'antenne d'LCI. Mettez-vous à l'abri, surtout restez bien en sécurité. Merci d'avoir réagi. Ange Marina, spécialiste météo, est avec nous. Cet ouragan en Louisiane, Ange, est-ce qu'on peut vraiment le qualifier d'exceptionnel ?
Alors pas vraiment exceptionnel, puisqu'ils en ont connu quand même des ouragans en Louisiane, ouragan catégorie 4 sur 5 pour celui-là. Katrina, celui dont on parle le plus, celui dont on se souvient, c'était catégorie 3 sur 5. Et là, regardez, j'ai fait un petit calcul, une petite recherche. Les ouragans catégorie 4 sur 5 en Louisiane, il y en a eu uniquement 4 depuis 1851. Donc c'est assez peu finalement, mais c'est pas exceptionnel. Et ensuite, si on passe aux ouragans de catégorie 5 sur 5, là en Louisiane, il y en a eu 0 qui ont touché terre. Hein, je précise, puisque Katrina est passé 5 sur 5 en mer, et ensuite, quand il a touché terre, il est passé 3 sur 5. Donc là, on n'est pas sur un phénomène exceptionnel, mais c'est quand même très remarquable. 4 sur à peu près un peu moins de 200 ans, c'est quand même peu. Hein. On sait que là, il se prépare de mieux en mieux chaque année, chaque dizaine d'années là-bas. Bon, mais ça reste quand même des phénomènes très très violents. On parle tout de même de rafales de vent aux alentours des 225 km/h maintenant. Ça a légèrement faibli au cours des dernières minutes là. On s'attend à ce que ça continue de faiblir un petit peu plus rapidement, on espère. Laurent Saïm, petit mot de la connaisseuse du terrain. Vous étiez souvent à la Nouvelle-Orléans en regardant ces images qui sont évidemment assez impressionnantes. Ça a l'air complètement vidé, les gens sont calfeutrés ou se sont enfuis. Quel commentaire ? En fait, les gens, quand un ouragan arrive, restent chez eux et ils doivent se préparer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, exactement ce que vous disiez, combien de temps ça va durer. Alors, il faut gérer des problèmes matériels. Il ne va plus y avoir d'électricité. On sait déjà qu'il y a plus de 350 000 personnes qui sont privées d'électricité depuis l'arrivée d'Ida, qui est arrivée à 18h, heure française, sur les côtes de Louisiane. Ensuite, il va y avoir des problèmes de logistique, de déplacement, de nourriture. C'est comme une zone de guerre d'être en ce moment à la Nouvelle-Orléans. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Les vents sont extrêmement puissants. Et dans cette histoire, ce qu'il va falloir voir, c'est les inondations et si les digues qui ont été reconstruites après Katrina, il y a 16 ans, vont tenir. Et on en reparlera dans quelques instants, mais d'abord, on va parler aussi du quotidien des Françaises et des Français. C'est dès demain matin pour presque 2 millions de Français. Les règles qui vont changer pour le pass sanitaire. On détaillera ces mesures dans un instant. On va parler aussi de l'événement politique. Qui sont les soutiens d'Éric Zemmour ? Existe-t-il une génération Z ? Jusqu'où peut aller Éric Zemmour ? C'est décidément une des dominantes de ce week-end. Débat ouvert aussi sur la fracture de la société française. Y a-t-il une guerre des civilisations ? Écoutez la déclaration, c'était à 20h chez nous à LCI, de Stanislas Rigaud. Il est le représentant de Génération Z, Z comme Zemmour. Il a 22 ans et il définit pourquoi il fait partie de ces jeunes qui se laissent convaincre par Éric Zemmour. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, Éric Zemmour, dans son interview avec Nice Matin. Moi je le considère, et lui ne se le considère pas comme un délinquant, mais comme un dissident. Moi je trouve ça quand même dommage en France, dans justement une si belle démocratie, qu'en fait on judiciarise le débat politique. Éric Zemmour d'ailleurs, beaucoup passent leur vie à raconter qu'il est multi-condamné. En réalité il a été condamné une seule fois pour un délit d'opinion. Beaucoup d'ailleurs de patrons de presse l'ont été, et beaucoup de personnes je trouve ça dommage d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Je pense qu'il est en effet la seule personne à droite aujourd'hui qui est capable en même temps de parler électorat LR. On l'a vu ce week-end avec la tribune signée par maintenant 600 jeunes LR, et en même temps le Rassemblement National. Et il va manger, il va prendre des voix aux Républicains et au Rassemblement National. Des deux côtés. Ah, j'en suis persuadé. Voilà, toutes les sensibilités s'expriment sur LCI, les pro-Zemmour, les anti-Zemmour, notamment Gabriel Attal. C'était sur notre antenne dans le grand jury. Un Gabriel Attal très sévère et moqueur sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est quoi ? C'est la France à genoux. C'est la France rabougrie en permanence. C'est l'esprit de défaite en permanence. On explique que tout va mal. On explique qu'on est un pays où tout dysfonctionne. On est un pays qui aurait perdu toutes ses valeurs, qui aurait perdu tout son sens de solidarité, de fraternité, d'égalité. Moi, c'est pas du tout ça que je crois. Moi, je pense que cette crise, au contraire, elle nous a montré que les Français, ils étaient capables d'avoir des trésors d'inventivité, de créativité, de solidarité, pour se serrer les coudes, pour essayer d'en sortir ensemble. Et moi, je ne me retrouverai jamais dans le discours de ceux qui voient tout en noir. Essayons de résumer quelques-uns des commentaires. Il y a eu fasciste, raciste, France rabougrie. Il y a eu au contraire la vraie droite, le dissident, l'agitateur d'idées, l'homme qui au moins amène du vent d'idées neuves, qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'est pas politiquement correct. S'il fallait, chacun de vous, d'un mot dire, parce que extrême droite, droite, quoi ? Qu'est-ce que vous diriez, Maxime Liédot ? Droite dure, extrême droite. Droite dure, extrême droite ? Droite identitaire et nationale. Oui, droite souverainiste et identitaire. Droite identitaire, voire racialiste. Racialiste, ça veut dire quoi ? Racialiste et raciste, c'est quoi la différence selon vous ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on prend les personnes en fonction de leur pédigré. Là, je ne suis pas complètement d'accord, parce que regardez, ce soir, Éric Zemmour, il était dans le congrès, ou en tout cas dans un rassemblement d'un petit parti politique qui s'appelle Objectif France, et qui est dirigé par un homme qui s'appelle Rafik Smati. Donc, je ne pense pas que Zemmour soit essentialiste, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il résume les personnes à leur identité, qu'elle soit raciale, historique ou familiale. Alors, religion, si. Oui. À l'islam et les musulmans, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous avez tout à fait raison, et je pense que c'est là le point clé du débat. C'est sa marque de fabrique. Est-ce que, effectivement, l'inquiétude globale d'Éric Zemmour vis-à-vis de l'islam est abusive ou pas? Est-ce qu'il faudrait la limiter à l'islamisme? Et ça, ce sera le débat clé de la présidentielle, à mon avis, en tout cas de son point de vue à lui. Oui, après, à l'heure où justement on est sur l'égalité femmes-hommes, etc., on ne l'a pas encore trop entendu se prononcer. Il n'y a pas trop d'égalité femmes-hommes. Voilà. C'est pas trop son truc. Hein. Il y a un point intéressant dans ce qu'on a entendu là, ce sont les attaques de Gabriel Attal. D'abord, je pense que pour Éric Zemmour, c'est du pain béni, parce que si tout le monde l'attaque, ça veut dire qu'il existe dans le jeu, et que l'important pour un responsable politique, c'est qu'on parle de lui, en bien ou en mal. Mais sur le fond, quand Attal dit « il est désespérant », ça peut être un sujet pour Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'était un analyste politique, c'était un commentateur, un éditorialiste. Décliniste. Donc voilà. Et donc il dressait des constats qui étaient plutôt des constats sombres, parce qu'il est très inquiet pour l'avenir de notre pays. Mais quelles sont les propositions d'Éric Zemmour? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de passer d'un constat sombre à un programme constructif? On l'attend là-dessus. C'est là où je ne suis pas d'accord, dans le sens où ça fait quand même des années, et il l'a redit à votre micro sur LC, qui dit, moi, ça fait de toute façon 20 ans que je suis dans le débat, ça fait 20 ans que je fais de la politique. Parce que, par exemple, sur les questions d'immigration, dans les livres, dans ces débats, même dans certains articles, il propose la fin du droit du sang, la fin du regroupement familial, etc. Ça, il le dit. Et de plus en plus, etc. Pardonnez-moi, fin du droit du sol, exactement. Et de plus en plus, quand on l'a mis face à des ministres, il dit ce qu'il aimerait faire, il dit de quel traité il aimerait sortir, etc. Donc, mine de rien, quand on dit il n'a jamais été dans le politique, ça fait quand même 20 ans qu'il en fait. Écoutons les propos des plus favorables jusqu'aux plus défavorables. C'était sur notre antenne aussi le docteur Mathias Vergon qui avait des propos extrêmement sévères. Pour lui, disait-il, Éric Zemmour est le mal, c'était son mot. Il représente le mal. Il représente le fascisme. Soutenir que Pétain a protégé les juifs français, c'est historiquement complètement idiot. Soutenir que ce type qui vient d'Afrique du Nord, qui donc a été colonisé, parce que Zemmour, c'est pas français, mais c'est français maintenant, et qui nous raconte que ses ancêtres étaient gaulois, c'est n'importe quoi. La France, elle s'est constituée de vagues d'immigration, elle se constitue toujours de vagues d'immigration, de gens qui parlaient pas français, qui apprennent le français, qui ont appris la culture française et qui ont amené leur culture. Maxime Liédo. Je suis sincèrement toujours surpris des commentaires de médecins sur Éric Zemmour. Fondamentalement, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu. Ensuite, l'attaque de fascisme, c'est bête à dire, mais ça fait tellement des années qu'on l'entend. C'est-à-dire qualifier l'adversaire de fasciste à partir du moment où sur quelques points il y a des désaccords, c'est un fasciste. Mais là, ensuite, où on peut avoir des points d'accord éventuellement avec Monsieur Vergon, c'est en effet de dire que dans ses derniers livres, la thèse de Pétain qui défend des juifs, on ne sait pas où elle sort, il a quand même toujours eu du mal à la défendre, plusieurs historiens sont allés contre lui, et c'est souvent comme ça, malheureusement, dans la vision de l'histoire d'Éric Zemmour. Beaucoup d'historiens montent au front. Maxime Liédo, sur ce plateau, vous serez aussi une voix littéraire, parce que vous êtes un passionné de littérature à l'extrême, vous n'êtes pas d'ailleurs le seul ici, Rachel Kahn et les autres aussi, mais s'il fallait comparer dans le passé ces grands intellectuels de droite ou d'extrême droite, nationalistes, qui tout à coup ont eu un succès phénoménal, on ne va pas faire de la grande histoire, mais un Charles Maurras en d'autres époques, un Barrès, à quoi il est comparable? Il y a eu des phénomènes, l'Action française, c'était un succès gigantesque. C'était dingue, c'était plusieurs milliers d'exemplaires par jour. C'était celui qui était cité par tout le monde, du général de Gaulle qui disait qu'il est devenu fou à force d'avoir raison. Pompidou l'avait cité dans des conférences à Sciences Po. Imaginez quelqu'un cité aujourd'hui, Charles Maurras à Sciences Po. Et il y a en effet des points, je me suis replongé ce week-end en effet dans
dans une immense collection de chez Robert Laffont qui retrace les écrits de Maurras, et j'ai été stupéfait des points communs, en effet, avec Éric Zemmour, sur parfois la laïcité, sur la façon qu'il a de dire qu'il écrit au nom des Français, c'est-à-dire qu'il dit « vous accusez d'être extrême droite, moi je dis ce que les gens pensent ». Et ça, c'est assez facile. Et là encore, pas de simplisme. En l'occurrence, Maurras n'était pas pro-nazi ou pro-allemand, pas du tout. Au contraire, germanophobe total, anti-nazi évidemment, mais énormément d'ambiguïté avec Pétain. Il sera d'ailleurs reconnu en 45 avec intelligence avec l'ennemi. Maurras aura eu cette Maurras, non pas Maurras, mais un autre intellectuel dira d'ailleurs de lui que c'est la seule intelligence qu'il a jamais eue, de ne pas avoir des complaisances avec l'ennemi. Est-ce qu'il y a une fascination Zemmour, même s'il n'est jamais élu président de la République, même si ça reste à quelques pourcents, mais ça aura été ou c'est un mouvement intellectuel important? Je pense que ses livres n'auraient pas eu un tel succès, ses prestations médiatiques n'auraient pas ce succès s'il ne mettait pas des mots qui sont peut-être des mots trop forts, mais qui en tout cas sont des mots qui résonnent sur les difficultés françaises. Je pense que Éric Zemmour est vraiment venu pallier une inquiétude, parfois une forme de lâcheté, il faut bien le dire, de la droite française, à se saisir de ces sujets de prédilection. L'idée, que l'Occident est en déclin démographique, en déclin de vitalité. Il n'y a pas que des gens d'extrême droite qui le pensent. Non, mais la démographie est la seule science humaine qui soit une science exacte, dit-on souvent. Ça, il suffit, parce que c'est la seule où vous pouvez prolonger les courbes. Donc, le déclin démographique, il est évident. Le déclin culturel, écoutez, ça, quand vous voyez l'évolution du niveau intellectuel de nos sociétés, c'est un vrai sujet. Et puis, ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, c'est l'échec de la puissance occidentale face, effectivement, à un mouvement qui est très spécifique, et celui des talibans, mais face à un islamisme qui est conquérant. Mais on peut aussi s'inquiéter très fortement de voir ce qui se passe en Turquie, de voir ce qui se passe même à l'intérieur de nos sociétés, où chez les jeunes générations de musulmans, les revendications identitaires et spécifiques, pour ne pas dire séparatistes, sont de plus en plus fortes. Peut-être que Zemmour a tort sur beaucoup de choses, mais en tout cas, les sujets dont il se saisit, ce sont des vrais sujets. Sur le constat du déclin, on peut faire le constat du déclin sans aller aussi loin et très très loin, de façon irrationnelle, tel que le fait Éric Zemmour. Lorsqu'Éric Zemmour croit au grand remplacement, c'est-à-dire que tout ça serait organisé par des grands groupes, par des forces capitalistes, par des... Enfin là, on est quand même dans de l'émotionnel, dans une sorte de propagande qui fait appel aux instincts qui sont les plus irrationnels et les plus bas. Enfin, je veux dire, votre lectorat, il y a une partie des lecteurs qui pensent qu'on peut appeler ça comme on veut. Alors, grand remplacement organisé ou non, ou simplement évolution démographique qui fait que la société change. D'abord, il y a une réalité statistique. Vous savez, il y a un politologue qui est en même temps un analyste politique très fin, qui est Jérôme Fourquet, qui, dans un livre extrêmement rigoureux qui s'appelle L'Archipel français, montre la progression des prénoms musulmans donnés aux petits Français, et il croise la courbe avec celle des petites filles qui s'appellent Marie. Eh ben, je vous assure que c'est pas la peine d'être complotiste pour voir qu'il est en train de se passer quelque chose de fort. Après, que ce soit organisé... Mais tout ça remonte à notre histoire coloniale et aux vagues d'immigration, mais c'est pas organisé par des forces telles que le décrit Éric Zemmour. Pardon, si on est un examen statistique ici sur ce plateau, on peut tout de suite faire l'exercice. Ah bah oui. Rachel Kahn, alors vous avez quoi comme origine? Vous avez la soirée. Voilà. Alors, juive polonaise, Gambie, Sénégal, Espagne. Maxime Niedo. Espagnol, pied noir breton. Anne, je crois que vous êtes d'origine allemande, n'est-ce pas, en tout cas? Alors, on reste en Europe, mais enfin, c'est quand même le grand creuset. Origine italienne. Voilà. Je pense qu'il n'y a que Guillaume Roquette. Éric Zemmour vous raconte. Alors, Guillaume Roquette, dites-moi, est-ce que vous êtes pur sucre depuis 40 générations Écoutez, moi, je suis d'Aveyron et du Nord, mais dans la Provence nordiste, il y a un morceau de flamand. Et comme vous le savez, les Flamands, ça a été l'Espagne au XVIIe siècle. Donc, et moi iranien, un peu afghan, suisse d'abord, français un peu. Oui, mais vous voyez bien que cet exercice est amusant, mais qu'il est vain. Parce que, mais en même temps, est-ce que c'est pas la réalité? Rachel Kahn tient des propos sur les dangers d'un certain nombre de dérives de gauche aujourd'hui, mais que moi je signerais des trois mains. D'ailleurs, on a été heureux de l'accueillir à l'occasion dans le Figaro Magazine pour qu'elle puisse s'y exprimer. Donc, c'est pas une question de personne. Et effectivement, je suis pas certain que ça n'est pas une réalité démographique, mais c'est pas le sujet. Une réalité démographique profonde
qui plaît ou qui déplaît, c'est la statistique de l'Union européenne. La population de l'Union européenne ne serait pas renouvelée s'il n'y avait pas la migration. C'est un fait. Voilà. Et ça, c'est ce qui nourrit d'ailleurs le discours d'Éric Zemmour, de dire d'ailleurs, et ça peut faire partie du déclin ou de ce que Gabriel Attal appelle le défaitisme, mais ça fait partie de dire que de toute façon la France n'est plus parmi les grands pays qui sont capables de faire des générations, que c'est remplacé par l'immigration et que ça... poursuit le déclin. Est-ce qu'il n'y a pas une acceptation, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que peu de gens, alors à part des gens très marqués à gauche, attaquent vraiment Éric Zemmour. On se souvient de Jacques Chirac qui disait rien avec Le Pen, qui voulait même pas débattre avec lui, qui avait des positions vraiment je me bouche le nez. Là, on sent quand même qu'à droite, il y a beaucoup plus d'acceptation. Oh non, je crois que c'est parce que la campagne présidentielle n'a pas vraiment commencé. Parce que je peux vous dire que si Éric Zemmour est candidat, et si jamais on entre à l'automne, et notamment en janvier, parce que la campagne n'a pas commencé, c'est en janvier, parce que les Républicains, une partie des Républicains, sait très bien que si d'un côté Emmanuel Macron continue à leur manger de la laine sur le dos, et que de l'autre côté Éric Zemmour commence à construire sa boutique, les LR, ils sont morts. Donc je peux vous dire qu'ils vont attaquer, et il y a énormément de LR qui, au fond d'eux-mêmes, diront Éric Zemmour, c'est niette. Le grand remplacement, c'est niette. Dire que l'islam n'est pas compatible avec la République, c'est niette. On a entendu Pierre-Henri Dumont. Il y a une génération à droite de jeunes députés pour qui Éric Zemmour, c'est vraiment aux antithèses de ce qu'il croit. Je crois qu'il y aura des attaques. Rachel Kahn. Oui. Alors là, on est vraiment dans le dialogue entre les personnalités politiques. Mais là où Éric Zemmour est une nouvelle fois extrêmement fort, c'est dans le titre de cet ouvrage. La France n'a pas dit son dernier mot. Ça veut dire qu'effectivement, il prend la plume pour parler au nom de tous ces Français qui ont peur même de s'exprimer aujourd'hui. Parce qu'on est aussi dans un terrorisme intellectuel. Lorsque l'on dit certaines choses, notamment par rapport à la radicalisation, par rapport à l'islamisation, c'est très touchy. Et donc, il le fait sans aucun tabou, et c'est en ça qu'il est fort. Est-ce qu'il est dangereux d'après vous, ou au contraire, est-ce qu'il est utile, comme le disait Maxime Yeddo? Les deux. Les deux? Il est dangereux si on le laisse parler et si on refuse le débat avec lui. C'est vraiment ça, ce que ne comprennent pas ceux qui refusent d'aller là où il officie, malheureusement, c'est de ne pas accepter une contradiction d'argument à argument. À partir du moment où on dit Zemmour, ça a des origines pas françaises, etc., bon, c'est très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Quand est-ce qu'on va l'attaquer sur le fond réellement de ses propositions? Et il y a de quoi l'attaquer. Moi, j'attends, si Zemmour s'invite à la présidentielle, j'attends ce qui ne se fait plus dans ce pays depuis des années, c'est-à-dire un combat d'idées. On va parler dans un instant de la question sanitaire. Et Dieu sait si elle est importante. Dès demain, dès la rentrée, le sort va changer pour près de 2 millions de Français. Nous recevrons d'ailleurs le médecin, le professeur Pittet, qui nous rejoindra sur ce plateau. Mais d'abord, Guillaume Roquette, vous parliez du lien entre ce dont on vient de parler et l'international, la situation en Irak, en Afghanistan. Emmanuel Macron s'exprimait à ce sujet, interview exclusive sur TF1 et sur LCI. Le président de la République parle de ce danger terroriste que les attentats de Kaboul ont remis à l'ordre du jour et comment y répondre. D'abord, depuis le premier jour, nous sommes très vigilants et donc nous regardons les groupes qui peuvent se former et menacer la France dans toute la région. C'est un risque qui existe depuis le début, je le sais. Vous savez, je n'oublie pas que lorsque j'ai été élu, en mai 2017, la France était en état d'urgence à cause du terrorisme. Nous sommes sortis de l'état d'urgence, on a passé des lois pour protéger, dans la vie démocratique normale, nous protéger face au terrorisme. Je l'ai dit, nous avons énormément investi, développé des compétences à tous égards, mais ce risque existe. Et donc c'est ma responsabilité de tout faire pour que nous puissions prévenir et agir. Voilà, le danger islamiste. Anne Seften, il faut faire le point avec vous. Daesh, c'est le sujet d'Emmanuel Macron, n'a plus vraiment d'État. Il pensait être un État. En revanche, il est toujours là, la bête n'est pas morte. Oui, on va rappeler que la chute territoriale de Daesh, elle avait pris forme avec celle de ces deux capitales du califat, Mossoul en Irak en novembre 2017 et puis Raqqa en Syrie en mars 2019. Mais c'est vrai que l'attentat de Kaboul en Afghanistan qui a fait jeudi plus de 100 morts, on le rappelle, à proximité de l'aéroport, dont 13 soldats américains, nous rappelle leur existence. Cet attentat, il a été revendiqué par la branche de l'État islamique en Afghanistan, le groupe État islamique province du Khorasan. Ce groupe est actif, dangereusement actif. Oui, je vous montre ce que c'était en 2015 à sa création. La branche afghane de Daesh était active donc, dans cette province, à cheval entre l'Iran et une partie de l'Asie centrale. Mais aujourd'hui, son champ il est réduit. On la trouve maintenant essentiellement dans le nord, nord-est même du pays, sur ces deux bastions, Achin
les Kunars. Mais il y aurait également des cellules dormantes à Kaboul. Cette branche afghane, elle a déjà revendiqué cette année, depuis le mois de janvier, 216 attaques. Et ça, c'est 6 fois plus qu'en 2020. Donc Daesh, oui, opère clairement une accélération de ses actions. Il y aurait, selon un rapport de l'ONU cité par CNN, 1500 à 2000 combattants dans le pays. Et parmi eux, il y a des soldats afghans déçus et passés chez l'ennemi, voire même d'anciens talibans. Quelle est la possibilité d'action jusqu'à l'extérieur? Alors, il y a des cellules dormantes qui sont aussi présentes en Syrie, au Pakistan, en Irak et à travers tout le continent africain. Ça va du nord de l'Égypte à la République démocratique du Congo, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Et puis, si l'on remonte vers le nord, il y a des branches en Algérie, en Tunisie, en Libye. En Irak, ils se terrent dans le nord du pays, dans les monts Amrin. L'Irak qui a connu le 21 janvier dernier un double attentat-suicide qui a fait plus de 30 morts sur un marché de Bagdad. C'était le premier, Darius, depuis 3 ans, revendiqué donc par Daesh. On se rend compte que ce n'est pas parce que Daesh n'a plus de territoire que le groupe n'agit pas. Il agit d'ailleurs toujours sur les réseaux sociaux et sur cette fameuse messagerie Telegram. Réaction, si on prend un peu de hauteur les événements des derniers jours mis bout à bout, cette carte que nous montrait Anne, est-ce que ce n'est pas une terrible défaite de l'Occident démocratique ? Peut-être oui, mais c'est surtout, on entend peu le mot colonisation par rapport à ça. C'est la colonisation de la terreur. Daesh et les organisations terroristes sont des colonisateurs de territoire, effectivement, même s'ils n'ont pas un territoire avec un gouvernement étatique, ils sèment cette terreur un peu partout à travers le monde et tous ces réseaux-là agissent comme un cancer avec l'ensemble de leurs métastases. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de faiblesse face à eux ? Jean-Luc Mélenchon disait « la guerre n'est pas une solution ». C'est ce que dit d'ailleurs aussi d'une autre manière Emmanuel Macron. Est-ce que vraiment la guerre n'est pas une solution ou est-ce qu'une action plus musclée des démocraties serait possible ? Je ne dirais pas qu'il y a une faiblesse, je dirais plutôt qu'il y a une forme d'impuissance, malheureusement, de combattre ces mouvements là où ils sont implantés. Donc, on a réussi à combattre Daesh et à le battre. Daesh comme puissance politique, comme puissance étatique. Le fameux califat, vous savez, qui était l'objectif de créer un État islamiste dans plusieurs pays, grâce aux efforts conjugués des Occidentaux, des Kurdes, et ce projet-là a été démantelé. Donc il y a moins de risques expansionnistes. En revanche, le risque terroriste, celui-là, on n'arrive pas à le combattre. Alors, certes, ça n'était pas Daesh, mais c'était les talibans, dont on n'oubliera pas qu'ils sont les alliés d'Al-Qaïda, qui est un autre mouvement terroriste. Ceux-là, on n'a pas réussi à les battre. François Hollande était allé très loin dans les confidences. Il avait décrit ces assassinats ciblés, où lui-même avait donné le oui. On le questionne, on dit au président de la République, est-ce qu'on peut tuer tel chef islamiste? On considère que c'est une situation de guerre. Le président de la République donne l'ordre. C'est vraiment à la limite extrême du droit. Est-ce qu'on peut faire davantage? Mais c'est comme ça qu'on défend nos démocraties. Et d'ailleurs, en général, il ne faut pas le dire. Je pense que c'est sur le territoire national que finalement on a remporté les plus grands succès ces dernières années. Il ne faut pas oublier que depuis 2015, on n'en parle pas. Et heureusement qu'on n'en parle pas. Mais chaque année, chaque mois, des attentats sont déjoués par les forces de sécurité, les services de renseignement, la DGSI, qui fait un travail remarquable. Donc, on touche non pas du bois mais là du verre, mais quand même depuis quelques années, et depuis 2015, on a eu quand même sur les attentats de masse de grands succès, des attentats qui ont été déjoués. Dernière chose, renforcement du contrôle aux frontières au niveau européen, mais aller, comme on pouvait l'espérer il y a quelques années, sur ces territoires pour éliminer Daesh, tout ça est vain. Oui, en plus, ajoutons à cela, en effet, l'incapacité peut-être d'aller les contrôler sur le territoire et aussi de les vaincre idéologiquement. Il y a eu un livre fascinant de David Thompson qui s'appelait « Revenants », ceux qui revenaient de tous ces lieux-là et qui étaient dans des pays comme nous, en France, aux Britanniques, et qui n'avaient pas une once de regret et qui étaient plus que connectés à cette idée-là. Et ajoutons à cela également ceux qui continuent à revenir, que la France décide de faire revenir chez nous, avec certainement un honneur de le faire, mais avons-nous la capacité, avons-nous les savoirs dans ce qu'on appelle la déradicalisation, pour être sûr que ces gens-là ne repassent jamais à l'acte et décrochent totalement de cette idéologie. Exactement. Donc même idéologiquement, on est plus que, comme disait Guillaume, à une impuissance, à une incapacité. Alors, impuissance relative ici, impuissance relative aussi face à des régimes qui sont installés, l'Arabie Saoudite, la Turquie, des puissances qu'on ne peut pas vraiment facilement contrer. Les talibans, est-ce qu'il faut leur parler? Est-ce qu'il faut les reconnaître? Question posée à Emmanuel Macron, toujours dans cet entretien exclusif à TF1 et à LCI. Nous avons initié un dialogue. Il y a un dialogue
qui est menée par aussi plusieurs autres pays alliés avec les talibans. Il y a un rôle tout particulier que le Qatar a joué depuis plusieurs mois dans ces négociations. Et donc l'objectif est en effet d'obtenir les évacuations humanitaires de toutes les femmes et les hommes qui courent un risque. Est-ce que nous y arriverons ? Je ne peux pas vous le garantir. Ouvrons maintenant le chapitre de la rentrée. Chaque dimanche, évidemment, nous ferons une ouverture sur la semaine qui débute. Évidemment, c'est demain les nouvelles conditions d'obligation pour le pass sanitaire. Beaucoup de Français et des Français sont concernés. Nous a rejoint le professeur Didier Pittet. Bonsoir. Bonsoir Darius. Vous êtes vous dirigez la mission qui a été confiée par Emmanuel Macron sur l'évaluation du Covid. Vous répondrez à quelques questions très précises sur les dangers de l'épidémie, sur le vaccin, sur la vaccination, sur ces nouvelles mesures qu'on va détailler avec vous, Anne. C'est depuis demain et ça concerne beaucoup de gens avec beaucoup de changements et des sanctions. Exactement. Dès demain, votre employeur a l'obligation de vous demander votre passe sanitaire si vous travaillez dans un lieu recevant du public. Alors lesquels ? Je vous en ai listé quelques-uns, les bars et les restaurants, les cinémas, les chapiteaux, les fêtes foraines qui comptent plus de 30 stands ou attractions. Exception, si vous travaillez dans un bureau, cette obligation ne vous concerne pas. Si vous travaillez aussi en dehors des heures d'ouverture au public non plus, on pense aux livreurs, par exemple, ça concerne 1 800 000 personnes, Darius. Alors, les sanctions, quelles sont-elles ? Alors, souvenez-vous, en juillet, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, avait dit qu'il pourrait y avoir des licenciements. Ça, c'est fini. Le Conseil constitutionnel a censuré cette possibilité lors du débat parlementaire. Alors, l'employé qui n'aura pas son pass sanitaire pourra soit bénéficier d'une autorisation d'absence pour se faire vacciner sur son temps de travail avec maintien de sa rémunération. Si aucune solution n'est trouvée, il pourra poser des jours de congé ou se mettre aussi en télétravail à 100% si son poste le permet. Et puis, s'il n'y a pas de solution possible, alors là, la suspension du contrat de travail s'applique. Vous ne percevez aucune rémunération le temps de sa suspension et puis vous ne touchez pas non plus, bien évidemment, les allocations chômage. Pour l'employeur qui ne contrôlerait pas son salarié via cette fameuse petite application, Tous Anti-Covid Vérif, il risque dans un premier temps une fermeture administrative de 7 jours. Et puis s'il récidive, là, c'est une condamnation qui peut atteindre jusqu'à 9 000 € d'amende. Professeur Pittet, c'est votre spécialité vraiment, il faut dire, il faut rappeler pas que le vous pass êtes... sanitaire. Le gel hydroalcoolique, découverte historique, popularisation historique, c'était vous. Et puis la spécialisation, comment organiser la lutte contre les épidémies. Est-ce que c'est techniquement bien des mesures comme celle-là, qui sont assez fermes ? Il faut être très clair. Je veux dire, on a des outils. Les outils, ce sont la vaccination, le respect des gestes barrières. Ensuite de ça, lorsqu'on veut reprendre des activités où il y a un risque de transmission, si on n'est ni vacciné et qu'on le sait, le respect des gestes de barrière est parfois difficile ou compliqué, il reste qu'une chose, c'est d'effectivement avoir une forme de passe sanitaire. Le lieu de travail, on sait que c'est là où beaucoup de contaminations, c'est vrai, non ? Oui, tout à fait. Se sont faites. Oui. Est-ce qu'il faut revoir encore avec le variant Delta qui est encore plus contagieux, durcir encore ? Ce variant Delta, c'est comme on l'a dit souvent, à chaque fois que vous avez un nouveau variant, pour qu'il prenne la place des autres, il faut qu'il soit plus facile à être transmis. Et il l'est. En plus de ça, celui-là est certainement encore plus pathogène. Donc il est plus capable finalement de faire des infections graves. Et on voit qu'il va toucher les jeunes. Aujourd'hui à Genève, l'âge moyen de l'hospitalisation en réanimation, c'est 50 ans. Donc ça n'est plus des personnes beaucoup plus âgées. Alors, dites-nous ce qu'il en est, parce qu'on a tout dit sur les plateaux de télévision depuis quelques jours. Est-ce que vraiment les jeunes sont davantage touchés ou est-ce que c'est une illusion d'optique parce que les plus vieux étant davantage vaccinés... les vieux le sont moins, parce que les vieux sont vaccinés. Enfin les vieux, excusez-moi, je fais partie des vieux. Qui est vieux Qui est vieux ? Faites très attention, il y a Guillaume Roquette qui vous regarde d'un œil noir. Il y a quelques jeunes, même en de ça, j'espère qu'ils sont vaccinés. Non mais ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, 90% des hospitalisés, et y compris en réanimation, sont des personnes non vaccinées. Ça veut dire que le vaccin protège réellement. Il n'y a pas à discuter. Le vaccin est vraiment ce qu'on appelle en très mauvais français un game changer. Donc, on a besoin de personnes vaccinées. On voit que le vaccin réduit la transmission considérablement. On voit que ça peut diminuer avec le temps, mais tout de même, c'est un changement très très important. Question très pratique, à la cantine de l'entreprise, je mange, tout le monde a envie d'aller manger avec ses collègues, en général, en réalité, on est tout près, on enlève son masque, on se parle. Est-ce qu'il faut rester à des choses extrêmes où on décale les gens, où on met du plexiglas ? Il reste un risque. Le risque subsiste, y compris d'ailleurs quand on est vacciné, puisqu'on peut toujours, finalement, lorsqu'on est vacciné, avec le nouveau variant,
je dirais, attraper le virus, faire des infections tout à fait mineures, bien entendu. On est très protégé des complications. Donc ça veut dire que en tant que vacciné, il ne faut pas se relâcher complètement du tout. Et est-ce qu'on se fait des illusions? Je vois beaucoup de gens qui se saluent en faisant comme ça avec le poing. C'est bien de continuer. C'est bien de continuer. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Oui, c'est ça. Rachel Kahn, elle est sérieuse. Eh bien, c'est très bien, comme ça, ou comme ça. Namasté. Ah, vous faites comme ça, mais plus personne ne fait ça. Moi, je le fais volontiers. Je l'ai fait bien avant le Covid dans les pays en question. C'est un geste macroniste. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron le faisait beaucoup. Oui, tout à fait. Il y a des sceptiques. Maxime Yeddo faisait partie de ceux-là qui ont toujours dit attention, il y a certaines mesures qui sont, pardon si je vous trompe, mais un peu excessives, c'est ça? Oui, j'avais peur en effet que le pass sanitaire, non pas en ce qui certifie notre vaccination, mais au fait qu'il s'impose. Et là, ça va être le cas dans certains endroits où beaucoup de jeunes travaillent, en sachant que les jeunes ont été les derniers à pouvoir se faire vacciner légalement. Parce que je vous rappelle qu'on était quand même dans un moment où les jeunes étaient obligés de tricher ou de couper les fils pour se faire vacciner en premier. Aujourd'hui, je suis ravi parce que c'est la tranche de vaccination qui bondit le plus. Avec des sanctions dures, hein. Avec des sanctions dures. Si elles sont appliquées. Ce que je crains, c'est seulement que ceux qui n'ont pas réussi à avoir leur vaccination totale, les 2 doses, se fassent mettre un peu sur le côté. C'est la crainte principale parce que c'est dans les bars, c'est dans les restaurants, c'est dans les cinémas. Oui, en effet. Je pense que tout le monde a eu la chance, ou pratiquement aujourd'hui, de se faire vacciner. D'ailleurs, en France, on dira chapeau, parce que c'est 70% de la population qui est vaccinée. 2 doses. En Suisse, c'est beaucoup moins bien, 51%. La France est bonne élève européenne. Les Français disent beaucoup ça, mais les Français les Espagnols sont très très bons. Elle n'a pas eu le choix, la France aussi. Regardez le boom des vaccinations après le 12 juillet. Oui, en effet. Imposait le pass sanitaire. C'était d'ailleurs l'objectif recherché. Les vaccinations, ce sont des... Il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, non pas à l'insu de leur plein gré, mais qui n'étaient pas forcément enthousiastes, mais qui se sont dit, si je veux partir en vacances, prendre le train, aller au restaurant, je n'ai pas le choix. Oui, mais je crois qu'on est de nouveau dans cette discussion-là où s'arrêtent les droits individuels, commencent les droits de nos sociétés. Et pour faire société, personne ne veut revivre ces fermetures. Je crois que là, on est tous très clairs pour des raisons économiques, sociales, sociétales. Donc, vraiment, ce pass, c'est une aide. Oui, ça pousse à la vaccination, bien entendu. Il ne faut peut-être pas en abuser dans des situations ridicules, mais pour l'instant, on ne voit pas trop de situations ridicules. On voit des situations qui font sens, des moments qui sont à risque de transmission. Donc, une logique, finalement, de l'application de ce pass. Est-ce qu'il y a un peu de déception? Vous faites partie des scientifiques qui disent franchement, on savait pas, on s'est trompé, ça arrive à tout le monde, y compris aux scientifiques. On a beaucoup dit, on va atteindre l'immunité de population à 60%, 70%. En fait, non. Écoutez, il faut être très clair. Au départ, on a raisonné avec une certaine logique. Ensuite, on a vu ces variants arriver. On sait que cette immunité de population doit être plus élevée, voire beaucoup plus élevée prévue. Je vous rappelle une chose, c'est qu'on vit tous depuis des centaines d'années avec 4 grandes familles de coronavirus. Contre ces 4 grandes familles, nous tous autour de cette table, nous avons tous des anticorps. Ça veut dire que nous sommes tous immunisés. Ça veut dire que l'immunité de population contre les 4 grandes familles de coronavirus, elle est de 99,9%. Il y a fort à parier que dans quelques années, on aura cette immunité de population contre le Covid-19 qui fera partie de ces grandes familles et on en parlera beaucoup moins. Et puis, professeur Pittet, la déception aussi quant à la sécurité. Oui, on risque moins des formes graves, d'aller à l'hôpital, de mourir, c'est quand même un sacré progrès. Mais enfin, on peut quand même, en étant vacciné, attraper le virus à un taux relativement important quand même. Oui, sauf que c'est des choses qu'on connaît avec d'autres vaccins. Donc, ça n'est pas une grande surprise en soi. On sait, vous savez, quand on reçoit un vaccin, qu'on l'injecte dans les cellules, le corps apprend à faire des anticorps par le sang et va protéger d'une infection pulmonaire. Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une réaction au niveau du nez, de la bouche, pour être très simple. Et donc, c'est attendu qu'on rejette moins facilement le virus, qu'on ne, finalement, contrecarre la maladie grave. Et au fond, c'est le but principal du vaccin. On est en effet champion du monde d'Europe avec un taux de vaccination 2 doses 70%. Néanmoins, il y a une donnée sur laquelle j'aimerais vous interroger. Il y a 80% à peu près des plus de 65 ans qui sont vaccinés. Il reste les 20%. C'est en partie pour ça qu'on est obligé, il me semble, de vacciner les 12-17 ans. Certains pays, notamment l'Espagne, a réussi à atteindre les 100%. Et Olivier Véran semble sceptique. Est-ce que vous avez des données qui semblent dire et affirmer que oui, 100% en Espagne, et nous, on a quand même une vraie lacune par rapport à ça?
il faut aller vers, comme on le dit, il faut aller faire de la vaccination, aller sur le terrain, aller au plus proche des gens, des uns et des autres, de manière à pouvoir faire encore mieux. Je pense que vous allez continuer à faire mieux dans ce pays. La population des jeunes a bien répondu. Dans certains pays, il y a des réponses qui sont meilleures que dans d'autres. On a des temps de réaction qui parfois sont plus longs que prévu. Mais je pense que vous êtes déjà arrivé à beaucoup. Les Espagnols ont fait énormément, mais rappelez-vous qu'ils ont été très traumatisés. Les Italiens aussi. Il y a toujours une fibre un peu nationale chez les Français. Certains attendent Sanofi. Ça, c'est un phénomène jamais très compris. Peut-être. Il est vrai que je sais que parmi certaines personnes, on a encore ces réticences par rapport à ces nouveaux vaccins ARN. Pourtant, Dieu sait s'ils sont exceptionnels. Mais voilà, c'est une question de culture. Tout est politique. Je crois que c'est d'ailleurs un auteur que vous avez cité tout à l'heure qui disait ça. Tout est politique. Guillaume Roquette, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, là, on verra la suite, mais a réussi en tout cas ce pari-là? La vaccination a atteint un taux assez important. Et pour l'instant, ça marche pas mal. Le pass sanitaire, où il y a les oppositions, mais enfin, elle reste relativement cantonnée. Oui, il l'a réussi objectivement, puisque ce qu'il voulait à travers le pass sanitaire, c'est forcer la main des gens qui restaient réticents à la vaccination. Les chiffres le montrent, c'est plutôt réussi. Et ensuite, il n'a pas face à lui d'opposition structurée. Les Républicains, le Parti Socialiste sont d'accord avec la politique sanitaire du gouvernement. Marine Le Pen est extrêmement prudente, mais elle ne s'y attaque jamais frontalement. Jean-Luc Mélenchon non plus. La question c'est, est-ce que la généralisation du pass sanitaire va terminer de réduire au silence les opposants? On a vu qu'ils étaient plutôt moins nombreux, à en croire les chiffres du ministère de l'Intérieur, à manifester hier, puisque comme chaque samedi, les antipasses vaccinés, ou au contraire, est-ce que cette pression va ranimer ce mouvement? Ce n'est pas terminé. On a toujours tendance, nous, commentateurs, à voir la vie politique à travers ceux qui sont ces représentants supposés être naturels ou historiques. Mais il y a eu des mouvements comme les Gilets jaunes qui sont venus de nulle part. Donc je ne dirais pas encore que c'est complètement gagné, mais en tout cas, pour l'instant, c'est parfaitement géré. Je vais faire le Figaro qui fait l'éloge d'Emmanuel Macron de manière. Vous disiez après, manger d'un côté par Zemmour et de l'autre par Macron. Là, ça, les deux. C'est pas un éloge, c'est un constat, cher ami. Si, je vais faire une chose très mal. Il faut jamais faire ça. Un journaliste ne devrait jamais faire ça quand il questionne un médecin. Mais un peu de futurologie. Oui. Est-ce qu'on peut prévoir? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, on a tout entendu là-dessus. Fin 2021, 2022, on n'en sortira pas, on en sortira à moitié. Qu'est-ce qu'on peut dire de sensé? Écoutez, j'avais fait une prédiction, on l'a beaucoup voulu il y a maintenant presque plus de 12 mois. J'avais dit qu'on devait se donner rendez-vous à l'été 2022. Ouais. Et je pense que ça reste vrai. Je pense qu'on va avoir un automne où, si on veut garder des activités, si on veut que les écoles ne ferment pas, si on veut que les universitaires ne soient pas déprimés, si on veut que le social, l'économique reprennent, il faut qu'on joue le jeu tous ensemble. Et après cet automne, qui ne va pas être facile, parce que la grippe va revenir, on est mal immunisé contre la grippe puisqu'elle a mal circulé l'an dernier, on peut avoir de nouveaux variants, je crois qu'il va falloir vraiment faire société, passer à travers cet automne, cet hiver. À Pâques, probablement que ça ira un peu mieux. Et je pense que l'été prochain, avec une bonne immunité de population, qui ne sera pas évidemment à 90%, ni à 99%, ça veut dire on va y arriver. On va vivre en réalité maintenant. Il y a un moment où on vivra, il sera banalisé ce virus? Oui, il le sera, mais rappelez-vous, les 4 familles de coronavirus qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui sont capables de vous faire des rhumes. Et c'est le rhume qu'on fait en tant que grand-père quand on va voir ses petits-enfants. Et c'est mon cas, tous les automnes. Donc c'est la deuxième cause du rhume aujourd'hui. Donc j'espère que dans 2 ans, ça sera une des causes de rhume et puis qu'on en parlera beaucoup moins. Mais n'empêche que pour les gens qui aujourd'hui sont des vulnérables, il faut que nous fassions société pour les protéger et ça durera encore au moins cet automne, cet hiver. On verra l'été prochain. Espérons. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct, professeur Didier Pittet. Et nous revenons à l'événement spectaculaire et on l'espère moins meurtrier que ne l'avait été Katrina, mais c'est à nouveau un ouragan très violent qui déferle sur la Louisiane 16 ans après Katrina. C'est l'ouragan Ida. Place au direct.
Des sacs de sable amassés devant des portes, des habitants qui se barricadent ou qui se sont même enfouis. 16 ans jour pour jour après Katrina, l'ouragan Ida touche terre en Louisiane, a touché terre à 19h avec des rafales qui ont pu atteindre les 295 km/h. Vous voyez les images en direct qui nous parviennent de nos envoyés spéciaux. Nastasia Haftman est à la Nouvelle-Orléans et elle a pu rencontrer, elle, des habitants réfugiés dans un hôtel. Bien, la plupart sont évidemment très très choqués par ce qui s'est passé. Katrina, c'est 1800 morts, rendez-vous compte. Alors là où ils sont un peu plus rassurés en quelque sorte, c'est grâce à ces digues qui ont été refaites juste après Katrina. Donc il y a 16 ans, jour pour jour, vous l'avez dit, cet ouragan. Aujourd'hui, ces digues, elles fonctionnent, mais elles ne fonctionnent que pour le centre de la Nouvelle-Orléans, où nous nous situons actuellement. Vous voyez, il n'y a pas tellement d'eau finalement ici. Mais j'ai regardé les télévisions locales et c'est complètement différent dans les villages alentours, dans les villes alentours, dans les quartiers autour de la digue. Là, pour le coup, l'eau est montée très très haut et il s'agit de voir désormais pour les autorités s'il y a des victimes, parce qu'il y a forcément des gens qui ont tenu à rester chez eux et c'est normal. Ils espéraient peut-être éviter finalement ces conséquences, mais c'est inévitable avec un ouragan de force 4. Et puis notre autre envoyé spécial, Jérôme Garraud, est lui aussi en Louisiane. Difficile de se mettre à l'abri quand les rafales de vent atteignent les 300 km/h. On s'est mis en sécurité, même si la sécurité c'est toujours relatif avec ce temps dehors, mais on fait quand même attention. On est toujours à l'entrée du quartier français, le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. Et vous voyez, il y a déjà des arbres qui sont tombés là sur le trottoir, un petit peu plus loin sur la route. Tout à l'heure, on a vu une partie d'un toit qui s'est effondré, donc on reste extrêmement prudent. Et le vent souffle particulièrement fort ici, parce qu'on se trouve près du Mississippi. Venez, on va vous montrer, là dans cette direction, à 300 mètres, vous voyez peut-être d'ailleurs les cheminées d'un bateau à aube. À 300 mètres, vous avez le Mississippi, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour arrêter ces rafales qui sont très violentes et qui vont être encore plus violentes dans les heures qui viennent. Là, il est 15h ici en Louisiane et c'est entre 17h et 20h, donc au milieu de la nuit chez vous en France, que l'ouragan va montrer toute sa force. Et le vent, ce n'est pas ce que les Louisianais redoutent le plus, c'est le risque d'inondation. Vous en parliez il y a un instant. On va devoir attendre aujourd'hui, cette nuit et demain pour voir l'ouragan baisser en intensité et espérer ne pas voir constater trop de dégâts. Voilà l'image qui parle d'elle-même. Joe Biden a réagi très vite, là, il n'a pas tardé. Oui, il a tout de suite réagi en se déplaçant au sein même de la cellule de crise de Washington. Le président américain a tenu à prévenir la population. Les dommages seront importants. Voilà ce qu'il a dit, Joe Biden, 2 heures après l'arrivée de Katrina sur les côtes de Louisiane. Et puis nous étions un peu plus tôt dans la soirée avec un Français qui vit à La Rose, en Louisiane, Patrice Fornis, c'est son nom. Il constatait déjà, lui, de nombreux dégâts. On va l'écouter, Patrice Fornis, ce Français. La situation est vraiment très très violente. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Bien évidemment, on est cloîtré à l'intérieur de la maison, mais ça fait 4 heures que ça dure. Il y a des bourrasques de 240, 250 km/h. Je ne sais pas si vous pouvez entendre autour de moi ce qui se passe, mais c'est très très violent. On a beaucoup de dégâts sur la maison. On n'emmène pas large, quoi. Je vais vous l'avouer. Est-ce que vous avez reçu des consignes de la part des autorités? C'est vrai que les autorités, les gouverneurs conseillaient justement de faire des provisions, d'avoir de l'eau, un générateur aussi à vos côtés. Est-ce que vous avez tout ça près de vous? On a de l'eau, mais on n'a pas de générateur malheureusement. Notre voisin en a un et dans ce cas de figure en général, il nous laisse brancher par exemple le frigo pour pas qu'on perde ce qu'on a dans le frigo. Mais c'est à peu près tout. Non, c'est vraiment très très violent. Et là, ça fait 4 heures que ça dure et ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. L'ouragan a l'air de rester au-dessus de nous et nos maisons se font absolument détruire en ce moment. C'est vraiment... Ça fait peur. Je n'étais pas ici pour Katrina, on avait évacué. Et donc, j'ai pas d'éléments de comparaison. Mais là, c'est vraiment extrêmement violent, là. Voilà ces événements en Louisiane. Merci beaucoup Anne Seften, merci d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci à toutes les équipes qui ont préparé ces éditions de la soirée. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous demain matin pour beaucoup de nouvelles émissions sur LCI. C'est la rentrée, à commencer par l'interview politique d'Elisabeth Martichoux avec Patrick Stefanini. Et rendez-vous le week-end prochain. Merci et très belle soirée.